Et effectivement, il trouve quand même que c'est une expérience un peu de mort imminente, ce film. C'est un vieux monsieur, il a plus la niaque, clairement il est là pour le chèque. Laissez Bastien Bouillon tranquille. Ça fait aussi un écho à cette nouvelle tendance des rom-com milk. Qui est là pour t'expliquer que le milieu de la télé c'est toxique parce que ça te pousse à prendre de la drogue. Personnellement, je trouve que c'est la déviance la moins déviante qu'on peut filmer à la télé en fait. C'est une question de série qui me dérange sur plein de points de vue. D'abord parce qu'elle est nulle. Mais où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est ce con de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. D'amour ou d'amitié, chantait Céline Dion. Et comme elle, ce soir, on hésite car parfois la frontière est mince. 35 ans après The Killer, premier du nom, le cinéaste hongkongais John Woo signe un remake homonyme aux États-Unis et il en profite pour féminiser son personnage de tueur à gages qui joue au chat et à la souris avec un flic mis à pied. Autre duo mal accordé mais forcément complémentaire, Carla et moi sont les héros de la comédie romantique et platonique du réalisateur indépendant Nathan Silver. Au programme également 2 mini-séries cultes qui nous racontent les amitiés trahies dans les coulisses de Love Story, la télé-réalité qui promettait à ses candidats de trouver l'amour, et une amie dévouée inspirée de la mythomane du Bataclan qui nous rappelle qu'il n'y a pas qu'en amour qu'il existe des relations toxiques. Amour de la musique ou amitié du succès, à l'occasion de la sortie de Monsieur Aznavour, le focus s'attardera sur le genre du biopic musical pour se poser une question simple, pourquoi c'est presque toujours mauvais ? Et ce soir, carte blanche à Félix qui déborde d'enthousiasme à l'idée de partager avec ses amis son amour débordant lui aussi pour l'analogue Aurore. Silence, moteur, la perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio, action. On va commencer, comme toutes les semaines, par remercier l'entrepôt d'accueillir la perche et dans le cadre. Et à vous, nos auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous soutenir sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et YouTube pour les coquins parmi vous qui avaient envie de voir nos jolis frimousses. Et surtout, n'hésitez pas à réagir sur Instagram, TikTok, Twitter. On sera ravis d'échanger avec vous. Pour preuve, ce soir, on entame un petit courrier des lecteurs autour de la table des amours de critiques et mes amis les perché. Yuri, tu es, j'allais dire comédien parce qu'on l'a dit la dernière fois, mais avant tout, tu es scénariste. En fait, il faudrait que tu m'inventes un nouveau métier chaque semaine. Effectivement, que rigolo. tu en fasses collection. Non, tu es scénariste, tu es compositeur de musique de film, mais tu es aussi effectivement comédien de comédie musicale à tes heures perdues. Rita, tu es le cerveau derrière See the Movie. Bonsoir. Valentin, tu es, j'allais dire cinéaste indépendant, peut-être aussi un jour, mais surtout journaliste indépendant. Ouais, ce sera déjà pas mal. Manon, tu es journaliste aussi, mais toi, c'est chez Combini. Laurent, le retraité de notre émission, toujours parmi nous. Romane, tu travailles dans la production comme chargé de développement et tu es aussi scénariste. Et Félix, tu es réalisateur. Vous allez parler de cinéma avec nous, mais d'abord, on parle de chiffres. C'est l'heure du box-office de la semaine. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre, quoi ? Yuri, est-ce qu'il y a des nouveautés dans ce box-office de la semaine ? Et oui, absolument, puisque L'Amour Ouf défonce tout. L'Amour Ouf fait un score complètement ouf, de 1 million et 1000 entrées. Donc, ils ont dépassé le million d'entrées en une semaine de 1000 billets vendus, ce qui est, je crois, le 2 ou 3e meilleur démarrage de l'année pour un film français, c'est sûr, voire de tous les films. Là, j'ai pas tout à fait les données. Il fait une moyenne assez ouf aussi de... Je vais faire ça pendant 5 minutes. On s'en lasse pas, t'inquiète pas. De 1587 spectateurs et spectatrices par copie, ce qui est absolument énorme. Studio Canal a communiqué, évidemment, Studio Canal, qui est le distributeur du film, a communiqué avec beaucoup d'enthousiasme sur ces chiffres complètement ouf. Et surtout en disant que eh bien, c'est la Gen Z qui a fait vivre ce film au cinéma, puisque plus de 25% des gens qui sont allés voir ce film cette semaine ont entre 15 et 24 ans. Oui, Rita. Et d'ailleurs, sur TikTok, ils ont repris exactement la même stratégie de Pathé pour le compte de Monte Cristo, qui est de faire des edits, donc des espèces de montages sexy des acteurs et actrices principaux. Personnellement, je trouve que c'est toujours très bizarre quand les studios s'en occupent, mais visiblement, ça fonctionne, puisque tous les commentaires, c'est « Oh my god, trop beau, j'y vais ». Eh bien, oh my god, trop beau. Les 15-24 ans se sont rués en salle pour voir cette histoire d'amour pas du tout toxique. En deuxième position, le Robot Sauvage qui fait 360 000 entrées, donc une toute petite baisse, et qui va aller gentiment faire beaucoup d'entrées pendant ses vacances scolaires. Il est suivi de Smile 2, voilà, donc que je n'ai pas vu, que personne autour de la table n'a vu, je crois, mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt au vu de Smile 1. Ensuite, en quatrième position, Lee Miller qui continue de faire des très beaux scores. Les vieux ont aussi envie d'aller au cinéma. Et puis, un des films qui fait plaisir, c'est l'histoire de Suleiman qui continue de vraiment
vraiment faire des excellents chiffres, puisqu'il est maintenant à plus de 230 000 entrées, ce qui pour un film comme ça est assez exceptionnel. Il continue, il a un très très bon maintien. Donc ce qu'on appelle un maintien, c'est que quand le film perd peu de spectateurs de semaine en semaine, il ne perd que 15% de spectateurs depuis la semaine dernière. Ça montre que le bouche à oreille sur ce film fonctionne toujours, et on vous encourage à aller le voir. On vous encourage à revoir la micro-critique qu'on a postée sur Instagram pour parler du film, et globalement à aller au cinéma. Et on a parlé donc de l'histoire de Suleiman il y a 2 semaines, et on a parlé donc de Lee Miller, de L'amour ouf et du robot sauvage la semaine dernière. Manon, toi, tu as une bonne nouvelle à nous communiquer. Oui, excellente nouvelle. On a appris hier, je crois, que Nicolas Bedos, il a été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. Donc ça veut dire qu'il va faire... On n'est pas en train de se réjouir du malheur des autres, c'est pas de ça dont on parle. 6 mois ferme. Non, ce dont on se réjouit, c'est pas de son malheur, mais c'est plutôt que c'est visiblement... J'ai pas été checker mes sources, mais de ce que j'ai vu sur Twitter... Une forme de source. C'est du journalisme très sérieux. Bravo, journaliste. C'est la première fois qu'une personnalité publique prend véritablement de la prison ferme pour des faits de harcèlement sexuel. Par contre, il a été condamné pour les faits d'agression sexuelle sur 2 femmes en 2023, mais il a été relaxé pour les faits de harcèlement sexuel en 2018. Et il y a une plainte de viol qui était prescrite. Ouais. Et a priori, alors je me tourne vers l'ancienne avocat ici, mais si... L'avocat à la retraite. Mais 1000 vies avant. S'il a été, je mets des guillemets, aussi fermement condamné, c'est visiblement sa défense à lui, qui a beaucoup parlé d'alcoolémie, de blackout et tout ça, enfin une défense assez bancale. Il s'est probablement mal défendu, probablement pas bien comporté pendant l'audience. Après, moi, j'étais pas là, j'ai pas lu, enfin, j'en sais rien, donc là, vraiment, c'est de la pure spéculation. Hein. On n'est pas sur un report journalistique, mais c'est vrai que c'est une condamnation assez importante, d'ailleurs, si j'ai bien compris, même supérieure à ce qui avait été requis par le procureur, ce qui est relativement rare. Donc c'est qu'il y avait des circonstances qui ont alourdi la décision des juges. Après, j'imagine qu'il va faire appel quand même, vu la décision, mais bon, on sait jamais. Ou alors, il va fermer sa gueule. Enfin, on verra. Ils ont déjà dit qu'ils allaient faire appel avec son avocate, et en fait, c'est 6 mois. Finalement, c'est pas la prison ferme, c'est du bracelet électronique. En fait, c'est jamais la prison. Voilà, tu vas voir. C'est dépénalisé parce que c'est une certaine. C'est à moins d'un an et demi. Voilà. Par contre, sa défense principale, c'était je ne me souviens de rien, mais je me souviens que je n'ai rien fait. Et c'est pas une blague, c'est littéralement des mots qu'il a prononcés. Voilà. Moi, je trouve ça très beau. Ça pourrait être une réplique de film. Réplique de mauvais film, pardon. Bien sûr, mais on parle aussi de mauvais films dans cette émission. Souvent. Je vous disais juste avant qu'on avait reçu donc, pas mal de premiers messages d'auditeurs, et il y en a un auquel on voulait répondre parce que son message nous a interpellés, et c'est Dot Prod, si tu nous écoutes. Coucou à toi. Je vais lire son message, ensuite peut-être on lui répond. Le message commence par « Très intéressant ce podcast, et en plus réalisé dans le 14e ». Merci à toi, effectivement l'entrepôt est un beau lieu. Et Dotprod nous dit j'ai un avis différent sur les passages Netflix des réalisateurs, donc qui était un focus qu'on avait fait autour de la question des cinéastes qui se confrontaient aux plateformes, qui allaient s'exiler sur les plateformes pour faire leurs films. Donc Dotprod a un avis différent du nôtre, et il nous dit pour moi les films qu'ils font ne disparaissent pas après leur sortie. J'ai des amis qui découvrent encore Irishman ou d'autres films. L'algorithme fait qu'il ne disparaît pas qu'il ne réapparaît pas dans les suggestions de ceux qui l'ont déjà vu. Chaque compte Netflix a des mises en avant différentes suivant les films et séries vus par ce compte, mais certains films de ciné ne sont simplement plus du tout disponibles en ligne. Il cite Itumama Tambien par exemple. Les films Netflix ne le sont encore. J'ai du mal, je suis désolée, Dotprod, c'est mieux écrit que ça. Les films Netflix le sont encore. La plupart des films sortis au cinéma ont des mises en avant lors des sorties sur différents supports, mais sont tout autant oubliés au fond des bacs à DVD ou au fond des algorithmes Netflix, sans compter le fait qu'on ne sache jamais vraiment sur quelle plateforme un film sorti au cinéma est dispo ensuite. Donc effectivement, ce que nous dit Dotprod, pour résumer très simplement, c'est qu'un film cinéma, ensuite, une fois qu'il est pas au cinéma, on sait plus très bien où le chercher, sur quelle plateforme, s'il a été édité en DVD, etc. En revanche, un film qui est sorti sur une plateforme, a priori, il est toujours disponible sur cette plateforme, ce qui fait que le film disparaît moins finalement que certains films cinéma, Yuri. Alors, en soi, c'est pas totalement faux. Il y a, moi, du coup, si c'est pour apporter un élément en plus à la réflexion et peut-être répondre à Dotprod, c'est qu'un film dans son circuit classique a une durée de vie environ de 7 ans. Statistiquement, plus, moins, etc. Mais entre sa sortie salle, sa diffusion à la télévision, sa sortie en DVD ou en Blu-ray, puis sa diffusion sur les plateformes, en fait, en réalité, un film s'amortit sur une très très longue période. Et du coup, par conséquent, évidemment, il y a des histoires de droits qui font
que les films sont ensuite plus difficilement trouvables, mais en tout cas, en termes de simple cercle vertueux, même économique, un film est plus rentable et plus visible parce qu'il est plus longuement disponible quand il passe d'abord par le cinéma. Et le deuxième point, c'est que quand un film n'est la propriété que d'une plateforme, et en effet l'algorithme Netflix peut pousser des contenus en fonction des intérêts, etc. En fait, le jour où cette plateforme disparaît, le jour où cette plateforme ferme, il n'y a plus de contenu, il n'y a plus de films, et les films n'ont plus d'existence physique. Du coup, par conséquent, ça met aussi en danger à terme la pérennité de certains films, et notamment par exemple les films de Fincher qui fait pour Netflix. Le jour ou peut-être Netflix se fait racheter ou Netflix ferme, ce qui est une possibilité parce que rien n'est éternel, eh bien les films de Fincher et de Irishman, etc. n'auront plus d'existence physique du tout. Donc c'était un peu sur ce point-là que je voulais réagir, mais en effet ce que dit l'auditeur n'est pas faux. Non, mais moi je vais rebondir directement sur ce que tu dis parce que c'est parfait. On fait un deuxième focus. Voilà, exactement. Non, mais surtout, il y a pas mal de films ou même des séries qui sont sur des plateformes et en fait, il y a cette espèce de version un peu altérée, notamment Disney fait beaucoup ça. Du coup, c'est effectivement les films, je suis d'accord avec d'autres prods, les films sont conservés là où certains films disparaissent, mais à quel prix? Et surtout, je pense qu'on parlait aussi un peu de l'impact dans le zeitgeist, entre guillemets, de la sortie salle, qui n'équivaut pas du tout, je trouve, à une sortie numérique, où en fait, d'un coup, le film va faire un peu de bruit, mais quand même sur un vase clos qu'est la plateforme. On n'en entend pas beaucoup parler, je trouve, sur les réseaux, même dans la vie de tous les jours, là où quand un film sort au cinéma, il y a un impact sur la société qui est un peu plus fort, quoi. Eh ben, on remercie Dotprod de nous avoir écrit et désolé d'avoir écorché ta prose. Nos autres auditeurs, n'hésitez pas à nous dire si, voilà, je vous avais dit, si on dit des conneries, n'hésitez pas à nous écrire et on vous expliquera si on pense qu'on a raison ou pas. Le premier film dont on parle ce soir, c'est The Killer. The Killer, qui est le remake par John Woo du film de John Woo réalisé 25 ans auparavant. Bande-annonce. Certains gars vous considèrent comme une légende. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il raconte? Ils vous surnomment la reine des morts. Alors je viens de dire 25 ans auparavant, mais effectivement c'est 35 ans, comme je l'ai dit dans l'introduction, entre ces deux The Killer. The Killer, alors premier du nom, les deux sont grosso modo des pitchs très proches, mais c'est l'histoire d'un tueur à gages dans la version originale, d'une tueuse à gages dans la version de 2024, qui provoque lors de son dernier contrat la cécité d'une chanteuse, et à partir de là, pour réunir la somme, dans la version originale, pour réunir la somme pour l'opération de cette chanteuse pour qu'elle récupère la vue, et dans la version actuelle, c'est pas très précisé pourquoi elle a besoin d'argent, c'est pas très clair. En tout cas, il faut un nouveau dernier contrat pour ce tueur à gages pour s'en sortir, et à partir de là, va se lier une forme d'amitié entre donc ce tueur à gages ou cette tueuse à gages et un policier mis à pied. Valentin. Oui, tout à fait. Bah écoute, en fait, je pars de la position du néophyte et je pense que Yuri et Laurent apporteront plus d'expertise sur. Parce que tu n'as pas vu la version originale. J'ai pas la version originale. Tiens, c'est un point important. Ouais. J'allais vraiment à reculons voir celle-là, et effectivement, il se trouve quand même que c'est une expérience un peu de mort imminente, ce film. On est vraiment à la limite du film de cinéma et à la limite du film de salle aussi, parce que c'est aussi ça le. Alors, pour être tout à fait précis, le film est un film plateforme aux États-Unis. Voilà, exactement. C'est ce que j'avais lu, c'est ce dont j'allais parler, effectivement. Parce qu'il se passe à Paris et qu'il y a du star casting, il y a du star talent français, quoi. Voilà, tout à fait. Bah, vous êtes en train de spoiler ce que j'allais raconter. Mais effectivement, l'idée, c'est quand même qu'on est sur un film qui aurait peut-être pas dû être en salle, qui n'aurait pas dû être proposé au public français. En gros, c'est un remake, mais en fait, on comprend assez rapidement que l'histoire, on s'en fout un peu parce que lui-même, il a l'air d'avoir oublié des parties. Enfin, effectivement, là en essayant de le pitcher, je me rends quand même compte qu'il y a un gros trou dans la version actuelle. Je sais pas pourquoi elle a besoin de réunir cette somme, cette tueuse à gages. Et personne autour de la table n'est capable de répondre. J'ai dormi, donc je sais pas. Oui, voilà, moi, il y a un moment. Non, mais très bien. Très rapidement, après la première scène, en fait, je me suis dit, ok, on va être sur une espèce de pilote automatique. J'ai pas vraiment prêté attention aux tenants et aux aboutissants parce qu'en fait, je pense qu'il y en a pas. C'est très, 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 très poussif. Et le fait, moi, ce qui m'a fait de la peine, c'est que même les chorégraphies sont très poussives. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où certes, il y a une sorte de maîtrise, il y a des beaux restes par moment, et en même temps, il y a aussi beaucoup de problèmes avec le placement de la caméra, il y a beaucoup de problèmes avec la direction des acteurs, il y a beaucoup de moments où ça perd vraiment beaucoup de sa superbe, où on se rend compte que le cinéma de John Woo, je pense qu'il
l'histoire de base n'était pas extrêmement importante. Ce qui comptait, c'était toute la mise en scène, la mise en image de ça et le côté un peu brutal et en même temps très chorégraphié de ça. Bon, bah là, tout ça a disparu, tout ça est beaucoup plus poussif, tout ça est beaucoup plus compliqué. Donc la mise en scène est très souvent aux fraises. Et effectivement, tu parlais, Laurent, du fait que ça se passe à Paris, c'est un point important parce que y a une espèce de Disneylandisation de Paris qui est un peu le reflet de tout le reste. C'est-à-dire qu'on sent que c'est un film qui a été pensé comme un produit international. Enfin, c'est un peu un produit Starbucks, quoi. Donc du coup, ça laisse un arrière-goût très amer, quoi. On a Omar Sy qui est une des stars françaises qui s'exporte à l'international. Laurent, pour le coup, toi, tu connais l'original et t'as rematé les deux d'affilée. Oui, j'ai regardé les deux d'affilée. Je ne prétendrai pas ne pas avoir été là. Mais j'ai regardé les deux d'affilée. Je connais un peu mieux le cinéma de John Woo. Et en fait, The Killer, l'original de 89, c'est un peu le sommet de sa carrière à Hong Kong. C'est un peu représentatif en fait de ce qu'il fait d'une manière générale. C'est pas forcément le meilleur, mais ça correspond assez bien en fait au style inventé par John Woo qui s'appelle l'Heroic Bloodshed, où en gros il y a des colombes au ralenti, des mecs qui se font tirer dessus avec des flingues et du sang partout. Alors The Killer, c'est le premier film avec la colombe. C'est le premier film avec la colombe. Il n'y avait pas la colombe avant. Alors, dans le syndicat du crime, je sais plus s'il y avait des colombes. Enfin bon, bref, peu importe. Mais toujours est-il que c'est un style très reconnaissable et très John Woo-esque. Pourquoi est-ce qu'il fait d'un remake de ce film-là plutôt que d'un autre ? Honnêtement, aucune idée. Pourquoi maintenant ? Il a 78 ans, il n'a pas fait de film depuis... je sais pas si maintenant il a repris une carrière en Chine, enfin globalement... En fait, il a jamais vraiment arrêté, c'est juste que ses films ne sont plus sortis... Il fait que de la VOD, ouais. Non, en fait, il a fait une grosse carrière en Chine. Depuis son départ d'Hollywood, non, il a pas arrêté de faire des films depuis 20 ans. Non, il continue à faire des films pour un public chinois. Mais en fait, oui, qui sortent pas ici parce qu'ils sont là, pas faits pour le marché. Là, on fait revenir pour faire un remake de son propre film, qui est déjà un film quand même qui est marrant, mais qui a beaucoup vieilli, qui a un style quand même hyper particulier, pour essayer de moderniser le truc, et finalement, il s'en fout. Il modernise à peine. Bon, on met une femme noire à la place, super, mais tu sens que c'est complètement prétexte, et que ça sent en fait le projet d'un mec chez Peacock, ou de chez NBC, qui est la plateforme qui a commandé le truc, parce que je sais pas, il est fan de John Woo, ça le fait marrer de bosser avec John Woo, et du coup ils veulent faire ça, mais ça, honnêtement, il y a pas d'envie, quoi. Il y a pas de volonté d'essayer de faire quelque chose de vraiment intéressant. Je suis d'accord avec toi, c'est poussif. En fait, le seul truc que je sauve, c'est quelques scènes d'action, quelques moments de fight où on sent quand même qu'il a pas tout perdu. Il sait encore faire vaguement des trucs, mais voilà, c'est un vieux monsieur. Il a plus la niaque. Clairement, il est là pour le chèque. Ça a globalement aucun intérêt. Moi, je comprends, en fait, si je suis Omar Sy, moi, je comprends faire ça déjà parce que j'ai des impôts à payer, mais aussi parce que c'est bosser avec la légende, quoi. John Woo, je comprends un peu le truc, mais honnêtement, on peut pas conseiller ça sérieusement aux gens. Et qu'est-ce que ça fout au cinéma ? Honnêtement, ça se voit à tous les plans que ça n'a rien à foutre au cinéma. Que c'est clairement du DTV un peu dégueu, quoi. Alors Omar Sy, effectivement, qui joue le rôle du policier, c'est Nathalie Emmanuel qui reprend le rôle de tueuse à gages, qui était de Mégalopolis. Oui, de Game of Thrones. Oui, et de Game of Thrones. Nathalie Emmanuel qui reprend le rôle de Cho Yun-fat, qui est donc un comédien que toi, Laurent, tu connais bien. Et effectivement, c'est quand même des grosses différences, Yuri, c'est que dans cette version 2024, on a donc un duo entre un homme et une femme qui n'est absolument pas... on n'est pas du tout dans une histoire d'amour, et d'ailleurs avec la chanteuse non plus il n'y a pas d'histoire d'amour, alors que dans la version originale on a évidemment une histoire d'amour entre le tueur à gages et la chanteuse, mais on a surtout une relation homo-érotique très poussée. Non, c'est une histoire d'amitié très pudique, très pudique entre ce tueur à gages et ce flic. Il y a quand même un truc incroyable qui se passe dans le premier qu'il faut noter, c'est que cette histoire d'amour qui est quand même l'enjeu narratif de la première partie du film disparaît complètement à partir du moment où le tueur rencontre le flic, et alors là les mecs se tirent dessus au ralenti. Non mais soyons honnêtes, le film dure 1h45, oui. Il y a 45 minutes de boum boum à la fin, c'est genou, quoi, tu vois, il y a pas... Oui, mais il y a quand même des séquences où ils sont sous la pluie en train de se parler, en train de se dire cette nuit sera notre dernière, machin. Enfin, il y a quand même un truc comme... Et elle est hors champ, à la fin elle est hors champ, elle est cachée dans un poteau pendant 45 minutes. Elle devient de plus en plus aveugle, elle traîne par terre, enfin, c'est vraiment hyper bizarre, et eux deux sont en train de globalement être debout l'un derrière l'autre, en train de se renifler, enfin c'est très bizarre. Et moi voilà. Et en fait, comment dire, le premier film est ce qu'il faut peut-être expliquer de manière peut-être un peu professorale, mais c'est une influence sur le cinéma d'action mondial immense. C'est-à-dire que globalement, si vous écoutez un peu, si vous regardez Tarantino parler de John Woo, il en parle pendant des heures, mais notamment il en parle d'une certaine manière, c'est que c'était une manière de montrer la violence au cinéma qui n'existait pas avant dans le cinéma américain. Sans John Woo, il n'y a pas Matrix. Exactement, mais bref, mais The Killer en particulier, c'est un des premiers films hongkongais à avoir, on va dire, franchi
franchi le mur le mur de, enfin bref, la langue quoi, la langue et d'avoir la barrière de la langue et d'avoir été diffusé sur des marchés européens et américains, et du coup la manière dont on filmait la violence, et notamment de se mettre à 3 cm de la tête de quelqu'un et de lui vider 18 chargeurs dans le buffet, en fait ça se faisait pas dans le cinéma américain mainstream avant, et c'est le Killer de John Woo qui a amené ça aussi. Et en effet, bon, vous remarquerez que je parle beaucoup plus du film ancien, parce que en effet le remake est à la fois plus compliqué et beaucoup plus con que alors, le premier. non, effectivement, c'est-à-dire que l'intrigue est quasi incompréhensible. On nous a rajouté des histoires de deals vraiment pas clairs. De Prince Emirati, joué par Saïd Tagmaoui. Oui. Ça vaut son pesant d'or. Qui vient cachetonner lui aussi. Hein. Ah oui, non, mais et on comprend. C'est étonnant d'avoir fait cachetonner ces gens-là. C'est-à-dire que c'est un espèce de melting pot et que c'est un peu un cocktail d'étudiants en médecine en fin d'année. Il y a une espèce de truc où on a mis tout n'importe quoi. C'est Saïd Tagmaoui, Eric Cantona, Grégory Montel. Ça n'a aucun sens. Tous les Français vaguement connus à l'Inter, bon Grégory Montel non, mais je pense qu'il parle en vrai, je pense que les vagues Français connus à l'Inter à part Camille Cotin, on les a collés là-dedans pour faire du boom boom avec John Woo, mais enfin en fait c'est ça le projet, mais c'est nul quoi. Pour en revenir à ce que disait Yuri, c'est qu'effectivement il y a un truc assez incroyable qui se passe, qui est que l'intrigue est quand même extrêmement compliquée par rapport à celle du premier film, qui est déjà assez compliqué pour mais ce que qu'on c'est. comprend à la fin parce que ils sont amis et ils se regardent amoureusement sous la pluie. Et ils rampent l'un vers l'autre aussi. Oui, c'est vrai. Mais dans cette version-là, effectivement, on a une intrigue compliquée, mais alors moi, laquelle je n'ai rien compris. C'est-à-dire, vraiment, j'étais paumée. Je savais plus qui était qui avait trahi qui. Moi, je peux pas dire, au bout de 20 minutes, j'avais décroché. Je peux pas vraiment Enfin, je veux dire, j'étais là, mais j'étais un peu pas là. Enfin, c'est un peu... En vrai, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu triste, en fait, dans ce que tu dis, parce que c'est juste. C'est-à-dire que l'intrigue est plus compliquée. Il y a des histoires de deal de drogue avec des méchants, des trucs qui changent et tout. Le premier film est un petit peu plus simple dans l'intrigue, mais tellement moins explicatif. C'est-à-dire que il est assez représentatif, en fait, du style du cinéma hongkongais qui a suivi ensuite même jusque dans les années 2000, avant que ce soit shut down par Pékin, mais où vraiment on va pas te prendre la main, on va pas essayer de t'expliquer très clairement tout ce qui passe, c'est à toi de faire un peu le lien entre les différents trucs, et c'est assez intéressant, assez satisfaisant. C'est pour ça qu'il y a des moments où, en effet, dans l'original, peut y avoir des moments de flottement, il y a des trucs un petit peu bizarres, mais on finit toujours par raccrocher un peu les wagons. Là, on sent qu'on essaye d'expliquer plus, parce que forcément, on veut expliquer plus au public, ce qui du coup rend le truc moins intéressant, mais en même temps, du coup, on complexifie et ça devient chiant, et on s'y intéresse pas. Il y a des ventres mous, il y a des trucs qui marchent pas du tout. Et je comprends. En fait, à part pour la thune, je comprends pas ce que John Woo fout là-dedans, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient reproposer aujourd'hui quelque chose qui pourrait être, je sais pas, de rebrander, faire quelque chose de mieux, mais en fait. Tout est moins bien, quoi. Tout est moins intéressant. C'est gênant, quoi. Il vient porter sa marque, quoi. Il vient vendre sa marque à l'international. Je pense que ça fera des visionnages. visionnages. Sa marque à l'international, elle est déjà connue. C'est quand même John Woo. Mais justement, mais je pense que le but, c'est de se baser là-dessus. C'est de se dire, en fait, on va vendre ce produit-là. C'est ce que je disais quand je disais, c'est Starbucks. Ah non, mais en pour fait, les c'est une franchise. Pour les producteurs, je comprends. C'est un film de franchisé, en fait. À part l'argent, je comprends pas. Mais c'est John Woo qui parasite son propre cinéma, quoi. C'est un peu ce délire de. C'est terrifiant. Pourquoi ? Ah oui, c'est terrifiant. Mais moi, je trouve le projet, le film est marrant, mais le projet est dégueulasse. C'est-à-dire que ce que ça donne, encore une fois, d'espèces de produits consommables partout dans le monde avec des codes standardisés qui ne reprennent que le simulacre des auteurs qu'ils absorbent et qui me parasitent. C'est-à-dire vraiment cette espèce de champignon là qui habite les insectes, en gros. Ça fait un film à la fin mort-vivant, quoi, qui est consommable par tous et appréciable par personne. Et non, mais il y a un dernier point sur lequel j'aimerais revenir, et ça rejoint un peu ce que tu dis sur le côté effectivement standardisation. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment frappé, parce qu'en plus j'ai regardé les deux à la suite, c'est que dans le premier, il y a une espèce de dimension tragique, très premier degré, qui prête un peu à rire, etc. Mais avec des trucs d'un personnage qui trahit son ami et qui pleure pendant un quart d'heure en disant « Je veux pas mourir comme un chien, dis-moi que je suis un vrai homme, etc. » Bon voilà, là, tout... là, je pense qu'il voulait en faire une comédie, en fait. C'est ça le... Et là, effectivement, dans la film d'action buddy movie. Effectivement, c'est devenu un buddy movie, et même la trahison, ça devient une espèce de vanne, et tout est un peu devenu une espèce de vanne. Le film est complètement vidé de cette espèce de dimension un peu tragique qui nous fait marrer, mais qui est très premier degré en fait dans le film des années 80. Et qui est un effet Ryan Reynolds en fait. Ouais, c'est ça. J'allais dire, ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que c'était sincère au début et que c'est devenu un truc un peu Ryan Reynolds où tu fais de l'action comédie où plus rien n'a d'enjeu, quoi. Bah c'est un vrai dommage. Je pense que vous l'aurez.
Vous l'aurez compris, on vous déconseille. En fait, je pense qu'il y avait rien d'intéressant dans le projet à la base. C'est dommage, ça aurait été dommage s'il y avait quelque chose à proposer, mais clairement non. Donc en fait, regardez l'original, regardez le cinéma de John Woo, mais pas celui-là. Vous avez l'air d'avoir kiffé tous les trois à un moment exceptionnel ensemble. Non, le premier, en fait, c'est quelque chose. Hein, le premier, il se passe quelque chose d'intéressant, vraiment. Le deuxième, c'est bizarre. C'est un peu, honnêtement, ça a vieilli, c'est un peu difficile à regarder. Un jour, je pense qu'on reparlera de John Woo plus sérieusement. Ouais. Mais là, le deuxième, honnêtement, c'est interdit, quoi. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'on s'acharne alors que le film est quand même noté 1,6 presse sur Allociné et 2,0 spectateurs. Donc, passez votre chemin, découvrez l'original de John Woo. On vient de vous parler d'une chanteuse qui perd la vue. Maintenant, on va vous parler de Ben, un chanteur de synagogue qui perd sa foi et sa voix. On écoute la bande-annonce de Carla et moi. The purpose of a cantor is to sing, which I'm currently unable to do. You should probably fire me. We're not going to do that then. Because my moms are both big donors to the temple. Hell yeah. Benjamin, you need to start singing about Come on! Can you tell me a little bit about your practice, psychoanalysis? Dr. Blood. Donc je vous disais que Ben perdait sa foi et sa voix donc suite à la disparition de sa femme. Mais tout va quand même changer quand il va recroiser son ex-professeur avec un E ou professeuse de chant, Rita. Oui, alors j'y suis allée sans savoir rien du tout sur le film et au titre et à l'affiche, je pensais que c'était une comédie sur Jason Schwartzman et sa fille. Donc vraiment, je n'avais rien compris à ce qui allait se passer. Et donc quand ça a commencé, que j'ai vu Jason Schwartzman commencer à essayer de chanter dans un temple dans la banlieue de New York. Dans un temple oui, dans une synagogue. Oui, c'est une autre manière de le dire. Oui. Mais donc dans une synagogue... Non, ça se dit. Non, mais ça se dit effectivement. Oui. Parce qu'un temple, ça pourrait aussi. Enfin, on va pas parler de religion maintenant. Alors là, on va beaucoup parler de religion, malheureusement. Oui, mais d'une en particulier, du coup. C'est un film qui est, en fait, sur le papier fait pour moi. C'est Jason Schwartzman, c'est la banlieue de New York, c'est un univers juif new-yorkais très sarcastique, c'est très sombre. La photo est extrêmement Sundance, le son et le montage aussi. Alors, du coup, j'ai adoré les 20 premières minutes et ensuite, il y a une espèce d'énorme ventre mou où je me suis beaucoup ennuyée, malheureusement. Ça perd jamais de son côté humoristique et vraiment Schwartzman est parfait dans ce film et Carol Kane aussi qui était un personnage secondaire dans la série Unbreakable Kimmy Schmidt, vraiment très très drôle, mais donc c'est un super tandem tous les deux et c'est ça qui fait que j'ai beaucoup aimé quand même, mais c'est clairement exactement ce à quoi on s'attendrait d'un film du genre. Je trouve que c'est un très bon pendant à l'image de Hot Rabbi, donc le rabbin sexy de notre série Nobody Wants This cette année, Nobody Wants This, étant donné que c'est l'inverse d'un rabbin sexy, c'est un mec qui n'arrive même pas à être rabbin et qui n'arrive même pas à être sexy et j'ai trouvé ce personnage extrêmement sexy du coup forcément voilà. Bon, il y a des gimmicks de mise en scène qui peuvent un peu agacer, surtout si les films du mumblecore, cette tendance américaine des années 2010 vous agacent, mais pour moi c'est à voir quand même, c'est très mignon, très doux et très bien porté. Alors Alban est pas là pour en parler avec nous, mais il a adoré le film. Manon, il me semble que toi aussi ça t'a ému, ce Carla et moi. Ouais, beaucoup ému. Enfin moi ce qui m'a ému, je crois que c'est qu'on ne... Tu l'as qualifié de comédie... De comédie romantique et platonique. Platonique, c'est ça. Et en fait, oui, c'est vraiment ça. C'est que on ne comprend pas vraiment la nature de leur relation jusqu'à la fin, qui est quand même une scène de dîner, moi, je trouve assez mémorable. Et le twist scénaristique que je ne vais pas révéler ici pour qu'on comprenne enfin vraiment la nature des sentiments de, en tout cas, lui envers elle. Je le trouve génial. Enfin, vraiment, je trouve ça c'est une histoire de téléphone arabe et tout. Enfin, c'est hyper beau et je trouve que c'est un super bon reveal pour enfin qu'on comprenne exactement ce qui se joue là. Et moi, j'ai bien aimé cette errance justement de pas trop savoir où est-ce qu'on se situe. C'est d'amour ou d'amitié. Voilà. C'est une comédie une comédie juive avec vraiment l'humour juif new-yorkais et toutes les névroses autour des mamans et tout. Donc tu comprends qu'il y a peut-être aussi une forme de complexe d'Oedipe. Enfin bref, moi j'ai adoré tout ce mélange-là. Le duo, il est vraiment génial. Je trouve qu'il a vraiment des faux airs de Steve Carell et tout. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je comprends le potentiel ennui, mais je trouve qu'il y a toujours un espèce de micro-événement, genre vraiment drôle, qui va nous ramener dedans. Genre, je pense au burger avec du fromage à l'intérieur où il pète un câble parce que c'est pas cachère et tout. Enfin, vraiment, il y a toujours un petit truc qui fait que ça te ramène dedans. Et ouais, moi, j'ai trouvé ça vraiment beau. Et puis, tu disais que ça te rappelait le Hot Rabbi de Nobody Wants This. Et ça fait aussi un écho à ce que je racontais sur cette nouvelle tendance des rom-com MILF, parce que là, on est genre clairement dedans. Là, c'est Gilles, ouais. Pardon, continuons. Mais voilà, c'est une histoire
quand même d'amour entre une femme d'un certain âge et un mec plus jeune. Et ouais, ça fait écho à tout ça. C'est la version Sundance indie américaine de ce qu'on a pu voir sur Netflix. Parce qu'effectivement, Rita, tu parlais de Mumblecore. Peut-être qu'on peut définir ce que c'est Mumblecore quand même pour nos auditeurs dans le cinéma indépendant américain. Alors Mumble, ça veut dire marmonner. Ouais. Et c'est des films qui ont... leur figure de proue, c'était Greta Gerwig. Donc les films comme Frances Ha, comme Maggie a un plan, tout ce cinéma-là où les gens marmonnent et sont filmés de près, c'est des films assez courts qui reposent beaucoup sur les dialogues. Ouais. Voilà, et sur l'intellect en fait. C'est des films où on cite Eric Romer, pas seulement visuellement, mais vraiment les personnages en parlent. Je pense que c'est un peu ce genre de choses. Noah Baumbach aussi. Bah, c'est vraiment une excroissance assez directe du cinéma de Woody Allen aussi. Enfin, c'est un peu la continuité de ça, quoi. Ça, il y a clairement du Woody Allen dans ce film. Et alors, est-ce qu'on est dans un bon terrain pour Roman? Un bon terreau, en fait, plutôt. pas trop. Mais, du coup, Alban nous envoie un peu en dire du bien. Malheureusement, je suis un peu du même avis que Rita. Je trouve que c'est vraiment touchant et je suis d'accord avec vous. Il y a des grosses trouvailles en fait qui sont hyper mignonnes et qui viennent quand même rythmer tout le film. Mais mine de rien, il y a trop d'ennuis pour moi. Et c'est aussi un film où il y a trop de choses par moment. Il y a des trucs qui sont gratuits pour moi, je vais reparler d'une scène spécifiquement, mais voilà. Et d'autres qui vont être beaucoup... Enfin, il y a un manque aussi dans le film en général, dans le scénario aussi, parce que, en fait, le concept du film, c'est quand même, du coup, cette nana qui va aussi faire sa bat mitzvah très tardivement. Et en fait, on s'accroche vachement à cet événement qui arrive effectivement à la fin, enfin, sans trop spoiler, en tout cas, le film est structuré de cette manière-là. Mais en fait, autour de ça, effectivement, on a la dépression de ce mec, on a cette espèce de romance platonique, mais il se passe pas grand-chose, qui fait que même si le film est extrêmement bien maîtrisé dans son atmosphère, je dirais, c'est-à-dire qu'il y a un truc très nostalgique, notamment dans le grain, dans la façon dont c'est filmé, et à la fois qui est assez moderne, qui est super réussi. Mais à côté de ça, en termes d'action, en fait, de ce qui se passe, même de personnages, je trouve que parfois ils restent un peu trop dans leur caricature aussi. Il y a des trucs où j'aimerais bien qu'ils sortent de ça, qu'il y ait une vraie trajectoire, et en fait, je trouve que ça manque quand même au film. Alors ça rejoint peut-être, en fait je vais parler à la place d'Alban, mais je me souviens qu'il nous avait dit il y a quelques temps lors d'un focus que lui, il pouvait sauver un film quand il y avait une scène qui le retournait, quand bien même autour. Le reste du film n'est pas à la hauteur, si vraiment il y avait une scène qui lui restait en mémoire. Est-ce que c'est effectivement peut-être un film qui fonctionne par moment, mais pas dans son entièreté ? 100%, j'aimerais parler d'un gag qui revient plusieurs fois et qui, là pour le coup j'ai hurlé de rire toutes les fois où il est revenu. C'est une porte qui fait un bruit quand elle se ferme. Oui. Je ne saurais pas le décrire autrement que un bruit d'une femme qui hurle. Mais vraiment, on sent qu'ils ont fait exprès. Et à chaque fois que la porte se ferme, Jason Schwartzman s'énerve sur la porte qui se ferme et qui hurle. C'est débile. Mais ça, c'est le genre de choses qui, avec les scènes plus intenses de révélation, de dîner, elles se passent tous au dîner. Toutes les scènes un peu importantes se passent pendant un dîner et derrière, il y a des bruits de mastication très fortes qui m'ont rendu dingue, mais ça fait partie de l'univers aussi du film. En fait, c'est plein de petites collections de choses et je pense que ça a dû être, je connais pas du tout ce cinéaste, mais je pense que ça a dû être un cinéaste de court-métrage à un moment, parce que j'avais l'impression de voir un peu une collection de courts-métrages qui sont dans le même univers et à la fin, la cohérence, je la sens, mais l'histoire dramatique en entier ne m'a pas convaincue, on va dire. Alors, en fait, c'est un cinéaste qui a genre peut-être 20 films à son actif, dont 10 courts-métrages, et il a déjà fait 8 longs-métrages. Je pensais qu'il avait 23 ans. Non, il a fait 8 films quasiment en 8 ans, enfin de manière assez... voilà, 9 longs-métrages dont un qui est sorti en France. Mais archi indépendant, quoi. Vraiment, filmé... Ça a l'air d'être son plus gros budget. Oui, le casting est assez stylé là. Ouais. Et c'est pas le chef-op des frères Safdie aussi, je crois que c'est Sean Prince Williams. Ah mon Dieu. Qui est lui-même devenu cinéaste. Et d'ailleurs, les frères Safdie ont commencé avec ce type d'économie aussi. En fait, justement, cette esthétique, tu parlais de ciné indé, etc., où clairement c'est son truc. Ça énerve aussi, c'est ce que tu disais, Rita, ça agace au bout d'un moment. Moi, ça m'a agacé. Moi, ça me met hors de moi. Voilà, le Mumblecore, il y a des espèces d'effets visuels qui sont complètement inutiles. Et c'est là où je parlais de choses en trop. C'est des trucs qui sont complètement gratuits, notamment les espèces de fermeture à l'iris, des espèces de speed au moment où genre il a bu une tisane, où en fait on se rend compte que probablement il a été un peu drogué, et donc on va avoir des espèces d'accélération, de ralenti des bruits, bref, des trucs qui sont vraiment pour moi en trop, qui gâchent un peu le film et la poésie aussi du film, parce qu'il y en a. Et il y a aussi une scène, puisque tu disais est-ce qu'on se souvient de scène, bon, je me souviens de plein de choses drôles, ce serait malhonnête de ma part de dire que je me souviens que de trucs négatifs, mais il y en a une qui m'a posé problème quand même, puisque il y a donc la fille du rabbin dans le film, qui est donc assez jeune et qui a un énorme crush sur ce mec, va savoir pourquoi, qui a quand même 15 ans de plus, et qui vont rejouer une espèce de scène hyper bizarre dans une voiture quand même, parce que lui elle en fait va rejouer des espèces de notes vocales, de messages vocaux qu'avait envoyé sa femme qui est morte, qui sont des messages vocaux érotiques, et donc elle va rejouer ça, et tout d'un coup évidemment ils vont avoir envie de baiser, et tu ne sais pas pourquoi évidemment. La tête que fait Valentin. Voilà. C'est le deuil. Bon, ça je l'ai mis sur le compte du deuil. Moi ça m'énerve en fait, parce que c'est un film qui est bon, je sais pas si c'est volontairement féministe, mais en tout cas pour moi qui m'apparaît comme féministe,
féministe que je trouve assez jolie dans l'intention, d'ailleurs avec Carol Kane, de la revoir à l'écran, etc., dans un rôle qui est super joli, et d'avoir du coup un film supposé féministe, mais qui finit par tomber dans une énième représentation misogyne, par une petite scène qu'ils peuvent pas s'empêcher de mettre par-ci par-là. En fait, c'est un peu agaçant parce qu'encore une fois, elle est complètement gratuite, c'est vraiment inutile. Moi, je trouve dans la narration, son deuil, j'en avais même pas conscience avant cette scène, ce qui fait que c'est pas traité tout le long du film, et tout d'un coup, on met une scène qui encore une fois n'est pas juste pour le traitement du deuil, ça parle d'autre chose, ça peut pas être juste réduit à ça, malheureusement. Donc entièrement d'accord avec toi. Cette scène, j'étais extrêmement gênée, mais c'est pas le truc qui m'a le plus sorti. Par contre, je voudrais juste dire merci à l'idée de caster. Alors, il a deux mamans, j'allais dire ce rabbin. Nathan Silver. Ah non, le personnage. Oui, je pensais aussi potentiellement le personnage. Bon, ça, j'en sais rien, mais il a deux mamans. L'une jouée par Caroline Herron, qui est la belle-mère de Mrs. Maisel. Donc, Shirley. Donc, moi, je suis rentrée, j'ai pensé à Roman. Enfin, voilà. Il y a eu un truc qui s'est passé. Et l'autre maman, c'est Dolly DeLeon, qui est l'actrice qui est dans la Palme d'Or, je vais m'en souvenir, dans Triangle of Sadness. Et elles sont à mourir de rire toutes les deux. Sans filtre en VF. Parce que du coup, en fait, moi, tu parlais de Deep et de tout le côté un peu judaïsme qu'il peut y avoir autour, mais alors le fait qu'il ait deux mères, je trouve que c'est une des idées de scénario les plus drôles ever, parce que non seulement il a deux mères, mais il a son taf à cause d'elle, parce que c'est elle qui finance la synagogue, et en plus elle essaye de le set-up avec des filles plus farfelues. Elles ont créé un compte sur un site de rencontre qui s'appelle J-Date, donc date pour juifs. Enfin, juste avoir deux mères juives, effectivement, ça commence à faire beaucoup. Donc il y a plein, en fait, vraiment, je crois qu'on est toutes les trois d'accord, peut-être Alban aurait été plus en censeur que nous, mais c'est un film qui a de très beaux moments, de très belles scènes, des idées de scénarios incroyables, mais qui à la sauce prend pas entièrement, quoi. Et une relation mère-fils qui est effectivement, genre, on l'a pas souligné, mais qui est vraiment très belle, moi je trouve. Il y a une scène notamment une espèce de balcon terrasse où elle lui dit vas-y mon fils, ou je sais plus, un truc. Mais bref, en tout cas une phrase qui est très jolie parce que tout le monde s'énerve contre lui, puis que c'est la seule qui continue à le soutenir, ouais. Et qui le comprend. Oui, c'est vrai, je trouve que le fait de mettre deux mères dans cette histoire, c'est vraiment, ça rajoute, parce qu'en plus elles ont des dynamiques hyper opposées. Enfin, l'actrice de Triangle of Sadness, elle a une énergie assez inquiétante, peut-être parce qu'on la rapproche de son rôle dans Sans filtre, pardon. Et elle est vraiment pushy sur le fait de le recaser et tout. Et l'autre, c'est plus la mère, je crois que c'est sa mère biologique, la mère cool et tout. Et du coup, ils ont vraiment effectivement une très belle relation. Mais moi, je pense que là-dessus, je me rapproche d'Alban, où effectivement, moi, quand il y a quelques vraiment beaux moments et belles scènes et belles idées, ça m'a vraiment, ça me sauve le film, et il y a vraiment plein de choses qui me restent quand même en mémoire. Et ouais, moi j'ai trouvé que c'était un très joli film. Et ben on vous encourage donc à aller voir Carla et moi au cinéma, sauf si vous êtes vraiment allergique au mumblecore. C'est tout de suite l'heure du focus. On a notre petit jingle. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Oui, c'est ça. Ce mercredi est sorti en salle Monsieur Aznavour, donc biopic autour de Charles Aznavour. Le film, on en parlait rapidement, mais je crois que ça vous a pas énormément enthousiasmé, à raison. Mais ça nous semblait intéressant pour ensuite évoquer le genre du biopic musical et se poser la question de savoir pourquoi c'est presque toujours mauvais, ce Monsieur Aznavour ne faisant donc pas totalement exception. Yuri, qu'est-ce qu'on peut dire de Monsieur Aznavour, si ce n'est que c'est le biopic de Charles Aznavour? En fait, c'est ça. Et joué par Tahar Rahim. Joué par Tahar Rahim, produit par le gendre de Charles Aznavour. Et bon, bref, voilà, on a tout dit. Il y a donc Tahar Rahim joue Charles Aznavour, et c'est une biographie réalisée par Grand Corps Malade et Mehdi Idir, qui est un duo de réalisateurs qui fait plutôt des bons films sympas d'habitude. Mais bon, là, c'est vraiment le produit hyper académique de l'enfance plus ou moins jusqu'au cercueil, avec des images d'archives à la fin pour nous montrer qui était le vrai Charles Aznavour. Bon, c'est un peu vu et revu, et bon, et ça sert, moi je trouve que ça sert même à rien de lui tirer dessus, parce que je pense que non, mais parce qu'en fait c'est un produit industriel tellement frappant, c'est-à-dire qu'il y a aucune ambition autre que de faire un biopic hyper académique sur Charles Aznavour. Là où je trouve que le film est un peu faible, c'est que je trouve qu'il m'apprend pas grand-chose sur la vie de Charles Aznavour. Je trouve qu'il est assez peu malin dans la manière dont il intègre les musiques, notamment certaines sont rentrées au forceps au début, parce qu'il faut quand même savoir que... Et pas de très bon goût.
Bon, ça c'est autre chose, mais en fait je trouve qu'il y a au début la première partie de la carrière de Charles Aznavour est pas très intéressante en fait, c'est-à-dire qu'il est chauffeur pour Edith Piaf, il écrit des chansons pour d'autres, et du coup pour nous rappeler que c'est un film sur Charles Aznavour, on va nous mettre des musiques de lui, genre en fait elles viennent un peu ponctuer des moments de sa vie. C'est un peu et du coup on les voit pas on le voit pas chanter ses chansons, ça n'arrive que dans la deuxième partie du film, et du coup là-dessus même le contrat n'est pas totalement rempli. Il y a des problèmes évidemment, alors voilà, on va reparler de ce film tout à l'heure, mais Work Hard, qui est une parodie de biopic, montrait déjà ça, d'un acteur de 50 ans qui le joue à 17 ans. Dans Work Hard, c'est extrêmement drôle parce qu'ils font même pas l'effort de le maquiller, et que du coup c'est un quinquagénaire qui joue un ado, et on rigole du décalage que ça crée. Bah là c'est Tahar Rahim qui joue un mec qui est censé avoir 17 ans au moment dans le film, et c'est un peu hardcore quoi, c'est-à-dire que ça marche pas du tout, la coiffure est horrible, le maquillage est dégueu, et le pauvre Bastien Bouillon, c'est pas la première fois qu'on lui fait ça, parce que dans un film qu'on a vu plus tôt cette année, Un homme en fuite, on l'avait déjà fait subir ce truc de lui mettre des coiffures débiles et de le faire passer pour un ado de 15 ans. Bon bah je suis dit ça marche pas, ça ne marche pas, enfin arrêtez avec ça. Il est aussi rajeuni vieilli dans le Conte de Monte Cristo. Laissez Bastien Bouillon tranquille en fait. Arrêtez, ça suffit maintenant. Alors Laurent, il veut le laisser tranquille, mais pour qu'il arrête de jouer donc. Pour moi, je suis à un stade où il faut le laisser tranquille et le laisser travailler ailleurs. Il a l'air sympathique, hein, mais bon, peut-être pas trop devant une caméra. En vrai, je suis un peu moins dur que toi. Je trouve que le film est franchement pas terrible. En fait, au bout d'un quart d'heure, on sait que ça va pas être bien. C'est-à-dire, on voit que on va égrener comme ça les événements de la vie d'Aznavour. On s'est pas vraiment pris la tête à essayer de construire quelque chose. On en a rien à foutre. Il y a pas d'angle en fait. Non, il y a pas d'angle, il y a rien. Enfin, en gros, c'est comme tu l'as dit, c'est un biopic comme d'habitude, tous les mêmes. Où en fait, on va raconter de A à Z la vie du mec. On va pas essayer de se prendre la tête. On va en fait, c'est fait pour les gens qui connaissent déjà et qui ont envie de voir mis en scène les moments de la vie d'un type dont ils connaissent déjà l'histoire. Clairement. Dont ils connaissent les chansons. Et est-ce que c'est vraiment intéressant ? Non. Après, je trouve que le film en fait est pas terrible dans le sens où il y avait un projet clairement de parler de ce personnage-là d'Aznavour qui est en fait un stakhanoviste de la chanson, où il passe sa vie à travailler en fait globalement, et à tel point que en fait au bout d'un moment, quand il commence à arriver au maximum du succès possible humainement, en fait il se rend compte que ça lui suffit pas, et en fait il y a un élément de réflexion derrière ça qui est intéressant, mais en fait il est à peine évoqué dans le film, alors qu'en réalité ça devrait être le point d'inflexion de ce que ça devait raconter, parce qu'au final on comprend qu'en fait il est complètement workaholic, mais on sait pas pourquoi, on n'essaye pas d'essayer. C'est un bâtard quoi, c'est pas un mec bien. Non, il met des coups, il met un peu des sales coups parce qu'en fait il veut y arriver. Enfin, en fait, derrière tout ce qu'on peut voir dans ce film, le côté hyper académique et franchement pas hyper intéressant, il y avait un sujet et ça n'a pas été très bien traité. Alors que moi je trouve que la performance de Tahar Rahim est vraiment bonne, en dehors du fait que quand il a 16 ans, c'est Tahar Rahim, donc il a pas 16 ans, il y a pas mal et qu'il y a beaucoup d'argent, donc la reconstitution est quand même honnête. Je trouve que moi j'ai appris des trucs quand même sur la vie de Charles Aznavour parce que je connaissais rien, mais que t'aurais appris en lisant une page Wikipédia. Que j'aurais complètement appris en lisant une page Wikipédia, totalement. Mais dans l'ensemble c'est mauvais mais attendu quoi. C'est-à-dire que moi je m'attendais pas à ce que ce soit pire que ça, mieux que ça. Je m'attendais à ce que ce soit pire, et donc j'ai été plutôt on va dire déçu en bien presque, mais c'est du nivellement par le bas. C'est d'où l'intérêt d'en parler. Et c'est d'où l'intérêt effectivement d'élargir la réflexion. En vrai, il y a rien d'intéressant à raconter en dehors du fait que c'est un biopic, il y a de l'argent, il y a Tahar Rahim, cool quoi. Parce que donc il y a très peu, on vous citera quelques exemples quand même de bons biopics musicaux à la fin de ce focus, mais il y a quand même nous un constat qu'on s'est fait, c'est qu'il y a très peu de bons biopics musicaux. Alors le biopic est de toute façon un genre qui est difficile, mais le biopic musical est particulièrement difficile, ou en tout cas particulièrement raté la plupart du temps, mais c'est un genre qui continue d'être extrêmement exploité au cinéma, en partie parce que c'est un genre qui rapporte beaucoup d'argent. Et oui, alors déjà, originellement, le biopic, donc juste au cas où vous ne savez pas, mais Biographical Picture, donc un film biographique, ça a été créé et ça a vraiment explosé au moment du Hays Code, donc le code de censure aux États-Unis, parce que c'était une manière de faire des films qui étaient très respectables, avec des noms de gens qu'on connaît. Dans les années 30-40, le Hays Code, je ne sais plus quelle année. 34. Voilà. En fait, avec des gens qu'on connaît, que les gens, en fait, on peut dire, vous allez assister à la transformation physique de quelqu'un que vous adorez en quelqu'un d'autre que vous adorez, et en plus, quand c'est devenu des biopics musicaux,
musicaux, vous allez écouter des chansons que vous aimez bien, un peu reproduites très bizarrement d'ailleurs. Mais bref, je sais pas la qualité du chant de Tahar Rahim. C'est pas lui qui C'est pas chante. lui qui chante. Bah tant mieux. Enfin, la voix d'Aznavour pour le coup est tellement identifiable que. C'est ça. Mais en fait, Attends, Roman fait des signes hors micro, mais c'est lui qui chante. Oui, alors apparemment, en fait, il a commencé un coaching, enfin, ça devait être pas lui qui chantait à la base, et finalement, son coach a fini par dire qu'il il imitait assez bien Aznavour. Ah. Donc c'est un mélange. Ouais, c'est pas partout. C'est pas tout. Oui, parce qu'il y a des moments où c'est Oui. vraiment pas lui. Non, mais c'est Ouais. un mélange. C'est juste qu'ils sont vraiment partis pour le coup de sa voix à lui, Ok. et qu'il y a pas mal de moments qui apparemment n'ont pas été trafiqués, disent-ils. Voilà. Et donc On va les croire. À partir de là, les biopics, et particulièrement musicaux, sont devenus une espèce de truc de machine à argent pour les studios hollywoodiens, et pas que, enfin déjà à argent, et ensuite à prix, parce que pour vous dire, depuis les années 2000, 11 des Oscars pour meilleurs acteurs ont été donnés à des acteurs qui jouent dans un biopic, 10 pour les meilleures actrices, et c'est des chiffres qui augmentent chaque année. Le fait que Rami Malek a un Oscar pour Bohemian Rhapsody, on va devoir s'en souvenir et avoir honte de ça jusqu'à la fin du monde. Mais Bohemian Rhapsody, typiquement, je sais que ma famille est allée voir ce film parce qu'ils adorent Queen, et en fait, écouter les chansons de Queen au cinéma, ça les faisait triper. Et en fait, à ce moment-là, j'étais là, ok, on loue une salle, on n'est pas obligé de produire. Enfin, il y a plein d'autres manières de faire ça ensemble. On va Et chez Bam Karaoke. Enfin, ça. à titre indicatif, quand un acteur ou une actrice reçoit un Oscar, c'est un boost de 20% de salaire moyen après. Donc c'est vraiment une industrie, les biopics, mais tellement bien huilée, mais vraiment ça se compte matériellement et très factuellement en chiffres. Donc c'est assez débile, mais c'est pour ça que c'est devenu très vite une course au prix et ce qu'on appelle des films Oscar bait, donc des appâts à Oscar qui sont littéralement manufacturés pour le côté français, Monsieur Aznavour est fait pour que Tahar Rahim soit nommé au César et qu'il fasse une campagne autour de ça. Oui, alors là on parle des biopics en général, mais dans le cas des biopics musicaux, il y a aussi un autre marché que ça intéresse, c'est l'industrie du disque. Ouais. Voilà, puisque ça relance en général, ça relance les écoutes. Et même, notamment, souvent, les maisons de disques cherchent à faire produire des biopics par des studios. Universal Music, à un moment, avait pour projet de faire fructifier, comme ils appellent ça, leur catalogue musical de à peu près tous les artistes possibles, parce que, en fait, effectivement, c'est un produit d'appel pour aller écouter ces chansons-là au cinéma. Le tout est un peu matiné d'un film et globalement, on essaie de raconter une histoire. Mais c'est ce qui rend, en fait, les biopics, on va dire historiques, ou les biopics sur des figures qui ne sont pas musicales ont ceci de particulier que, en fait, on s'en fout de ce qu'elles ont fait. À la limite, on va pas montrer un roman à l'écran. Enfin, il y a pas beaucoup d'intérêt là-dessus. Et donc, par conséquent, il y a plus de possibilités d'avoir un angle sur ce qui se passe, d'avoir un angle sur ce qu'ils ont fait, d'avoir un peu plus de liberté potentiellement sur des figures historiques. Là où c'est plus compliqué avec des figures musicales, c'est que les gens qui détiennent les droits sont les maisons de disques et que par conséquent, ils ne vont pas donner les chansons à des gens qui veulent en fait dire des choses pas sympas sur l'artiste en question. Et du coup, c'est des projets qui sont extrêmement verrouillés d'un point de vue industriel et où du coup, les cinéastes n'ont pas de liberté en réalité parce que tout est contrôlé, verrouillé par plusieurs industries en même temps et particulièrement l'industrie du disque qui n'a aucun intérêt à ce qu'on montre que Freddie Mercury ou autres, avec tout l'amour que j'ai pour Freddie Mercury, sont des gens pas très sympas. Et pourtant, Aznavour n'est pas décrit comme quelqu'un de très sympa dans le film. Non, en fait, je pense que tu as raison quand tu dis ça, Yuri. À mon avis, il se trompe parce qu'au contraire, la complexité des personnages, le fait de faire des bons films, ça change les trucs. Ouais. Le truc des biopics, en fait, après, faut qu'on se mette d'accord sur la définition du biopic, c'est-à-dire que parler d'un personnage historique à travers un moment de sa vie, est-ce qu'on considère que c'est un biopic ? C'est-à-dire, il n'y a pas longtemps est sorti The Apprentice de Ali Abbasi. Est-ce qu'on considère que c'est un biopic ? Moi, je pense que c'est la meilleure manière de faire du biopic. C'est-à-dire, on va parler de Donald Trump via une histoire qui le prend lui et qui va expliquer qui est Donald Trump, ce que c'est que Donald Trump autour d'un élément de sa vie. Faire un biopic au stricto sensu, c'est-à-dire raconter la vie de quelqu'un de A à Z. Du berceau au tombeau. Voilà, du berceau, comme tu dis, en en égrénant comme ça les petits événements de sa vie. En fait, je pense que c'est simplement un pari impossible. Il y a pas, moi, je n'ai pas d'exemple en tête de biopic stricto sensu qui marche vraiment. Non, stricto sensu, parce que en fait, la vie des gens peut pas être monolithique comme ça, peut pas faire l'objet. Ou alors, c'est horrible et c'est des vies courtes. C'est Ian Curtis dans Disorder. Ou alors, c'est des choses qui sont tellement romancées qu'en fait, on vient très loin.
ça devient tellement romancé que c'est très très loin de ce qui est arrivé en réalité. On peut parler d'Amadeus, qui est comment dire, presque un biopic musical, où en fait tout l'intérêt du film c'est de raconter l'histoire d'un génie vu par les yeux d'un médiocre qui est Salieri, etc. Sauf que c'est complètement faux. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Donc en fait, on en a rien à foutre. C'est-à-dire qu'on essaie de raconter, de parler du personnage de Mozart, etc. On arrive à raconter plus ou moins sa vie entière, mais en effet, c'est un cas rarissime. Mais le biopic stricto sensu, dans le fond, je pense que c'est un pari impossible. Et c'est particulièrement impossible, je pense, dans le cadre d'une histoire musicale, parce que les artistes qui font de la musique, ils vivent la même histoire tout le temps. C'est-à-dire que c'est pour ça que Walk Hard, que t'es un film que t'adores, moi j'aime bien, mais je veux dire qui est une espèce de parodie de Walk the Line, qui est un film sur l'histoire de Johnny Cash, qui pour le coup le suit, alors pas tout à fait jusqu'au tombeau, de la manière que je disais, Disorder le prend pas à son enfance. C'est Contrôle, non, que donc Contrôle. Ouais. J'ai dit quoi, Disorder. Disorder, c'est un titre, c'est pour ça que c'est marrant. Disorder, c'est un titre de Joy Division, effectivement, le film s'appelle Contrôle. Qui est Walk the Line, qui est probablement un des meilleurs biopics musicaux sortis ces 20 dernières années, enfin qui fait partie plutôt des bons. Walk Hard se fout de la gueule de ce film et de tous les biopics musicaux, il réussit très bien, mais la carrière d'un musicien, c'est tout le temps la même. C'est des mecs qui vont galérer, puis après ils vont travailler, ils vont avoir du succès, et en général ils vont tomber dans la drogue. Alors lui il tombe pas dans la drogue, il tombe dans le workaholisme, Aznavour, mais je veux dire c'est tout le temps un peu la même chose, et en fait c'est hyper balisé et c'est pas hyper intéressant. Je pense que c'est pas intéressant aussi parce qu'on se retrouve à essayer de coller à la réalité le plus fidèlement possible, parce que souvent les ayants droit sont impliqués dans la création dans ce genre de biopic, surtout musicaux. Il y a des espèces de guéguerres. Quand ça fonctionne, généralement c'est qu'on se sépare, soit on se sépare de la vie de la personne et on décide qu'on en a rien à foutre, Amadeus, ou soit on décide que on va prendre un élément particulier. Mais effectivement, raconter la vie entière de quelqu'un, même si c'est pas une personne, même si c'est quelqu'un qui a une vie terriblement fascinante, en fait, c'est extrêmement chiant parce que ça n'a plus de dramaturgie. On est juste sur événement, puis événement, puis événement. Pas événement, donc événement, donc événement. Et ça peut marcher dans le cadre d'une série, en fait. C'est ce que j'allais dire. Alors, mon contre-exemple, pour moi, disons, un projet de biopic que j'adore, c'est Fosse Verdon, qui est une série sur Bob Fosse, que je dois mentionner chaque épisode. Qui a un angle, en fait. Qui a un angle, sur en leur fait. Relation. Exactement, qui prend la relation de ces deux personnes-là pour parler de Bob Fosse, et qui, du coup, en 8 épisodes, réussit beaucoup plus à parler de la vie entière de la personne, parce qu'on a moins la contrainte de faire tenir ça en 1h30. Moi, ce qui me gêne, c'est l'effet film Wikipédia, où, en fait, en sortant de la salle de cinéma, on va chercher les articles qui... Il y en a pléthore après qui sont 10 différences entre Bohemian Rhapsody et la vraie vie de Freddie Mercury. Du fact-checking, quoi. Et du fact-checking, et ensuite dire le genre de choses, justement, Rai m'a fait des cours pour savoir chanter, comment il s'appelle, Rami Malek a porté des fausses dents. En fait, c'est une espèce de... Pas très heureux d'ailleurs. Non, mais ça rend complètement dingue parce qu'in fine, on parle beaucoup plus de ça que de la qualité du film, et surtout, la qualité du film en lui-même, en fait, ça n'apporte rien à la conversation. Même à la fin, le film n'a plus de concept en lui-même. C'est, on a raconté sa vie, d'accord, mais qu'est-ce que ça apporte ? The Apprentice, c'est pas juste sur Donald Trump, c'est un film sur la société du spectacle, sur la démystification des États-Unis, ce genre de choses. Ça peut pas juste être la vie de Donald Trump. On s'en bat les couilles de Donald... Enfin, pas cette semaine. Mais dans 2 semaines, j'espère, on s'en battra les couilles de Donald Trump. Pardon, mais en pensant aux transformations pas très heureuses, je me rappelle de la polémique autour du nez de Bradley Cooper dans Maestro. C'est ça dont tu voulais parler maintenant ? C'est ça dont je voulais parler, on disait que c'était impossible de faire un biopic comme ça, Wikipédia, du tombeau au berceau, qui soit à peu près qualitatif. Celui-là, pour le coup, c'était un peu ça, mais il l'était parce qu'il avait un angle qui était plutôt la vie intime, le couple et les arrangements de couple. Oui, parce qu'on parle très peu de son travail, en fait. Et c'est à chaque fois qu'on veut filmer le travail d'un musicien, c'est extrêmement chiant, c'est pas très intéressant. Mais pourtant, sur ce biopic-là, il y avait absolument tous les poncifs qui auraient pu faire que c'était nul. Enfin, c'est-à-dire, c'était le rôle à Oscar pour Bradley Cooper, les transformations physiques, il a travaillé... Il s'est beaucoup moqué pour ça. Ouais. Et pourtant, c'était quand même plutôt réussi, selon moi. Et alors, quand on parle de films Wikipédia, c'est un côté, effectivement, on aligne toutes les données. C'est aussi parce que c'est des films, dans l'ensemble, qui sont extrêmement classiques sur la forme. Il y a peut-être un contre-exemple qui serait... Enfin, il y en a plusieurs, mais je pensais à I'm Not There de Todd Haynes sur Bob Dylan, qui, pour le coup, essaye de ressembler à l'artiste dont il fait le biopic. Oui, je trouve ça très intéressant, effectivement, ce film. Je suis pas très grande fan de I'm Not There, mais j'adore l'idée de faire jouer par des acteurs et actrices différents Bob Dylan à différents moments de sa vie. Je trouve que c'est... Heath Ledger, Kate Blanchett... C'est d'ailleurs pas vraiment Bob Dylan, mais des concepts. Des concepts de Bob Dylan. Et justement, alors on a parlé de Bohemian Rhapsody, on a parlé de... En fait, il y a souvent aussi l'idée de réussir dans l'adversité, ce qui est normal quand on veut parler d'artistes, mais souvent on va chercher des personnages qui ont réussi malgré l'adversité de choses systémiques, genre le racisme,
racisme, le sexisme, ce genre de choses, l'homophobie. Et on retombe aussi dans une espèce de porno, pas poverty porn, mais genre souffrance porn, j'ai envie de dire, où soit les femmes vont finir en girl boss. Je pense à un truc comme RBJ ou Battle of the Sexes. Ouais. Ça, c'était confondant de bêtises parce que ça partait du principe qu'elle allait réussir parce que ça allait être une girl boss, mais c'était complètement débile. Sans parler des films qui ont droit, des femmes qui ont droit à une représentation de leur trauma de manière extrêmement violente. Généralement, Marilyn Monroe ou Diana, une par an pour chacune. Dalida aussi, Dalida. Biopic. Ah ouais, c'était dur ça. Toutes les femmes qui ont souffert généralement, et c'est les seuls films en plus où leurs ayants droit sont pas impliqués. Alors là, par contre, on fait ce qu'on veut, on fait n'importe quoi, on filme les viols, voilà. Et en fait, toutes ces choses-là font, surtout quand c'est des biopics musicaux, ce qui m'énerve le plus, c'est ce dont tu as parlé, Yuri, c'est filmer la création, et on va se retrouver avec des scènes, comme je vais citer Bohemian Rhapsody, oui. chaque phrase. Il y a un mec qui fait une ligne de basse, il fait oh trop bien, et la seconde d'après c'est un tube quoi. C'est exactement ça. Et en fait, quand le documentaire Get Back est sorti il y a 2 ans sur les Beatles, qui est un super documentaire où on est une petite souris d'enregistrement et où on le voit créer, on voit McCartney vraiment trouver la ligne de basse, et là tu dis ok, donc c'est ça en fait qu'ils essayaient de refaire dans tous ces biopics, ils essayaient de recréer ce moment de magie, mais ça n'a aucun sens de voir un acteur, parce qu'il y a une espèce de côté méta où on n'a plus du tout de suspension de crédulité en tant que spectateur et spectatrice, parce qu'on voit quelqu'un faire semblant d'avoir un coup de génie, mais on sait très bien à ce moment-là que c'est pas vraiment un coup de génie. Donc quand j'ai Freddie Mercury Freddie Kid Cudi ou plutôt Rami Malek en lui, qui dans une espèce de booth d'enregistrement fait une cabine Galileo, et tout seul, et que tout le monde dans la salle fait ok, il va faire Bohemian Rhapsody. Moi ça me rend dingue. En fait, ce qui est marrant, je trouve, dans Aznavour, c'est qu'ils se font même pas chier avec ça. C'est-à-dire que Aznavour, il s'intéresse pas trop à la musique. En fait, on évacue le truc au bout de 5 minutes où on dit genre écrire, j'aime bien, c'est facile pour moi. Et puis il y a un moment dans le film. Il y a quand même ce moment où il écrit des paroles pour la première fois, et Bastien Bouillon lui dit mais t'as déjà fait ça, et le mec dit non. Attends, c'est qui ça me paraît tellement facile. C'est son pote en gros. C'est Pierre Roche, le mec avec qui il a commencé sa carrière. Où ils ont fait un duo musical pendant quelques années. Comme vous en parlez, on dirait que Bastien Bouillon est un personnage en lui-même. Non, mais et en fait justement, ce qui est intéressant presque chez Aznavour, c'est que le film le raconte comme un mec qui s'intéresse pas à la musique, mais qui s'intéresse au succès. Ouais. C'est-à-dire que lui, il veut gagner de l'argent, il veut avoir du succès, il veut monter sur scène et être connu. Et ça, ce serait un angle vraiment intéressant. Mais tu vois que tout ça est complètement dilué. Et en fait, il sabote le truc à chaque fois en disant on t'a montré un peu une facette sombre, allez voilà un tube, alors voilà, emmenez-moi au bout de la terre, et puis on s'en fout que son fils se soit suicidé quoi. Il y a un truc vraiment très hardcore là-dessus. On va encourager en tout cas les réalisateurs et réalisatrices à peut-être nous faire faire attention quand ils font des biopics musicaux, à ce que ce soit effectivement moins codifié, moins sage, moins classique, et effectivement à essayer d'avoir un angle précis sur l'histoire et les personnages qu'ils racontent. Mais peut-être avant de terminer ce focus, on va quand même sauver quelques biopics ou en conseiller à nos auditeurs. Manon, alors bon, Yuri, toi tu viens de conseiller Walk Hard, mais qui est une parodie de biopic musical. Manon, toi aussi c'est une parodie de biopic musical. En fait, j'ai l'impression que le seul moyen de faire des bons biopics, c'est d'avoir un angle, mais ça c'est pas mal quand même. Et Leto de Kirill Serebrennikov est une forme de biopic. Mais je trouve qu'en fait, les anti-biopics et ce qui se moquent des biopics musicaux, c'est vraiment le mieux. Et moi, un biopic que j'adore, que j'ai pas vu depuis très très longtemps, mais c'est le collectif les Lonely Island sans S qui l'ont réalisé. Les Lonely Island, c'est des mecs qui bossaient pour le SNL et qui faisaient des vidéos sur YouTube où ils parodiaient beaucoup le milieu de la musique, ils avaient une grosse culture rap comme ça. Ils font des chansons parodiques en gros aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et ils parodiaient aussi beaucoup la masculinité, les boys clubs, un peu tout ça. Et donc ils ont mis toutes leurs parodies préférées dans un espèce de documentaire en fait. Donc avec Andy Samberg qui est un mec d'un boys band qui va faire un peu bande à part et qui va filmer son quotidien d'animal esselé comme ça dans le milieu de la musique. Et donc il y a plein d'énormes pointures de la comédie américaine, genre qui viennent faire des interventions comme ça. En fait, ils parodient tous les codes des documentaires musicaux aussi, avec des inserts, des proches qui parlent de lui et qui le célèbrent. Sauf que c'est des Maya Rudolph, enfin plein de gens de la comédie américaine comme ça. Et c'est vraiment hilarant, mais c'est absolument pas un biopic. C'est clairement, ça se moque des biopics. Ça s'appelle comment, pardon ? Ça s'appelle, j'ai jamais dit le titre, c'est Popstar Never Stop, Never Stopping. Et dans les anti-recos, il y aura La Môme et Clo-Clo. Non, mais après, si on peut aller dans les mockumentaries, on peut toujours citer The Ruttles des Monty Python, qui est un mockumentary sur des faux Beatles, qui est quand même avec des moments assez incroyables. Et Spinal Tap, évidemment, bien sûr. Voilà, j'ai même plus. Enfin bref, c'est le génie. Mais moi, je recommanderais, comme je vous disais, Fossey Verdon, qui est une série, et en film, j'ai un faux biopic qui est Tic Tic Boom. C'est de la triche complètement. Ouais. Mais on a déjà beaucoup parlé, mais regardez ça. Et dans le très classique, bizarrement, j'apprécie un petit peu quand même Rocketman. Voilà. Et le dernier, Elvis.
qui a été fait, que moi je trouve regardable. Moi j'aime bien De le Baz dernier Luhrmann. Elvis. Oui, ouais. c'est très drôle. De Baz Luhrmann, effectivement. Et Elvis, c'était de... Baz Luhrmann. Non, Elvis, c'est de Baz Luhrmann, pardon, mais Rocketman, c'était de... Dexter Fletcher. c'est ça. Et Tic Tic Boom de Lin-Manuel. Bien sûr, notre héros dont on parlera un peu plus tard. Ce soir, bon, vous l'aurez compris, les sorties de la semaine nous ont pas forcément complètement enchantés. C'est pour ça qu'on a décidé de vous parler de 2 séries. Et il y a une petite transition quand même dans les 2 sens, puisque la première série dont on vous parle, c'est Culte, qui s'intéresse au dessous du Loft Story. Mais Culte, ça devient une collection. Amazon l'a annoncé. Et la saison 2 se portera sur les 2B3. Donc ce sera un boys band. On écoute la bande-annonce de Culte. Cette émission, elle raconte la vie des gens, leur quotidien. C'est ça la magie de ce concept. Ça cartonne aux Pays-Bas. Ils appellent ça Télé-réalité. Une dizaine de candidats doivent vivre enfermés devant 26 caméras. Aujourd'hui, tout le monde a une webcam, tout le monde veut montrer l'intérieur de sa chambre. Moi, je veux pas une webcam. Ça. Non, mais toi, si tu veux, tu comptes encore en ancien franc, donc personne n'a envie de voir. Donc Culte, c'est les dessous de Loft Story, c'est surtout la façon, les coulisses, on va dire, la façon dont ils ont monté et vendu le projet principalement, puisqu'on est beaucoup plus avec eux finalement qu'avec les candidats, même si on a un petit peu Loana comme personnage. Manon, est-ce que ce Culte t'a convaincu? C'est une mini-série disponible sur Prime Video. Ouais, ça m'a complètement convaincue, mais son principal défaut, c'est effectivement que c'est une mini-série, c'est 6 épisodes de 42 minutes, je crois. Minutes. Et en fait, effectivement, on dirait que la série va commencer quand ça s'arrête. En fait, enfin, à la fin du 6e épisode, moi, j'étais choquée que ça s'arrête là parce qu'on a l'impression que c'est là que ça va enfin partir. Mais moi, sinon, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très réussi. Je trouve que c'est... je pense que c'était un exercice très périlleux. C'est quand même Alexia Laroche-Joubert qui est productrice aussi du projet. Donc il y a un espèce de positionnement un peu bizarre. Et dont le personnage qui s'appelle Isabelle de Rochechouart, effectivement, est très inspiré d'elle, interprétée par Anaïd Rotham. Voilà, et c'est clairement le personnage principal de cette série. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour... Avec Courby, alias Raphaël, dans mais qui, lui, n'existe pas. J'ai l'impression que c'est un amalgame de visiblement, c'est Courby et Arthur. Oui, Okay. sachant que un des faits que la série modifie, c'est que Endemol, la société mère qui a créé le concept de Big Brother Love Story, était déjà implanté en France, était déjà dirigé par Stéphane Courby à l'époque, et que du coup tout ce côté, le personnage du vieux producteur n'existe pas dans la vraie vie par exemple. C'est-à-dire que Stéphane Courby était déjà quelqu'un de très installé dans le milieu de la télé, et c'est pas du tout le jeune loup qu'on nous montre dans la série. Ouais, mais ça participe effectivement à moi, ce que j'ai aimé dans cette série, c'est que, comme tu disais, on n'est pas du tout avec les candidats. À part Loana, on n'en voit aucun. On a quelques inserts d'images de Love Story, mais sinon, c'est vraiment les coulisses qui nous intéressent. Et en fait, on est vraiment dans un truc presque... Alors, je n'irai pas jusqu'au true crime, mais il y a vraiment un truc presque série policière où vraiment des choses qu'on n'aurait jamais imaginées comme créatrices un peu de suspense et tout, genre le CSA, machin, qui deviennent vraiment des éléments... le CSA qui est l'autorité de contrôle de l'audiovisuel. Et voilà, ils sont annoncés comme vraiment des espèces d'entités qui vont juger de savoir qu'il n'y ait pas de sexe à l'image, qu'il n'y ait pas d'alcool représenté à l'image et toutes ces questions-là. Voilà, ils ont joué exactement, ils ont joué un très gros rôle à cette époque. Et ouais, moi j'ai adoré le ton de cette série et plein d'autres choses dont on reparlera quand j'aurai laissé la parole à mes camarades. Alors Félix, toi, tu as été un peu moins convaincu par ce Culte. Effectivement, Manon, tu disais qu'on voyait très peu les personnages de télé-réalité. On les voit toujours, enfin quasiment toujours, à travers un écran télé. Ouais, et c'est vrai que ça, c'est un parti pris qui est assez chouette. Et en fait, je pense que la série cartonne et a des très bonnes notes positives parce que l'histoire est folle. Et moi, j'avoue que j'ai été complètement captivé par ce qu'on me racontait à ce niveau, et je trouve que la série se binge-watch vraiment facilement. Il y a un rythme qui est très bien tenu, etc. Donc ça, je reproche pas du tout ça à la série. Moi, ce qui m'a gêné, c'est que je trouve que l'écriture est quand même très mécanique, c'est-à-dire que c'est beaucoup de personnages qui t'expliquent, qui parlent, machin, mais il n'y a pas vraiment d'action en tant que tel, notamment le premier épisode qui est, je trouve, est le moins bien, et le plus faible, parce que justement le loft n'existe pas encore, et que du coup il faut vraiment amener l'univers, et il l'amène à la truelle, je trouve. Enfin, vraiment, ça manque de subtilité. Moi, j'ai pas aimé la réal. Tout le monde dit que c'est super et que ça renouvelle la réal des séries françaises. Alors moi, j'ai pas vu de différence, mais bon, soit. Mais surtout, moi, ce qui m'a gêné, c'est que le parti pris d'être en huis clos dans cette espèce de société de production et de voir les coulisses, c'est hyper intéressant. Déjà, je trouve que le parti pris est pas complètement tenu, mais on y reviendra. Surtout, moi, c'est le côté un peu voyeuriste, en fait. Et d'ailleurs, la série dénonce le voyeurisme tout en les temps. Dénonce le voyeurisme à un moment donné où, en fait, on a la même esthétique que Love Story pour filmer justement, du coup, le Anaïd Rotham, enfin son personnage. Et je crois qu'il y a la voix de la vraie, Laroche-Joubert, voilà, machin, qui
je sais plus, Dans le confessionnal, ouais. Bref. Donc, et tout ça, moi je trouve que c'est vraiment nul parce que ils auraient pu complètement justement éviter le côté sensationnel juste en ayant un autre point de vue, en tout cas une tonalité qui est différente. Et là, je trouve que vraiment, même dans l'écriture, il y a vraiment quelque chose qui pousse au sensationnalisme. Je trouve quand même à la fin, la série est quand même assez claire sur son point de vue. Le dernier plan est assez clair. Je trouve, moi personnellement. Moi, je trouve qu'on les fait passer pour des génies. Mais... Oui, on les fait passer pour des génies qui réinventent la télé. Hein. Oh oui, c'est pas si évident que ça de savoir s'ils instaurent le mal. Le dernier plan de la série, il est hyper clair sur le fait sur ce que pensent les auteurs du projet. En fait, moi, je suis d'accord avec toi. Et juste après, ils te disent aujourd'hui tant d'heures de télé-réalité. Mais moi, ça c'est assez neutre. Ça peut être une menace. Ah ouais. Ça a pris. Moi, ça m'a rendu. Moi, j'y crois pas du tout. Je suis pas du tout d'accord avec toi, mais ça peut s'entendre. Attendez le dernier plan, les gars. Pardon. Il y a pas que le dernier plan. Il y a 95% de la série, elle raconte autre chose. Donc. Rita, calmons-nous. Avant de parler du dernier plan, alors. La mise en scène m'a pas dérangée, j'avoue que j'ai pas fait gaffe. Mais ce qui est pas forcément bon signe, mais j'avoue, c'est une série, je veux déjà qu'on me raconte une histoire un peu cohérente. C'est extrêmement court. La fin m'a pas choquée, j'aime bien l'idée que ça se termine sur ces moments-là. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a tellement de storylines ouvertes, d'intrigues ouvertes qui ne sont jamais refermées ensuite. Il y a tellement de choses. Le personnage joué par donc le proto Alexia Laroche-Joubert, Anaïd Rosam, qui par ailleurs m'a parfois beaucoup énervée, même si j'aime beaucoup cette dame. Je pense qu'en dramatique, des fois, elle en fait des caisses, mais c'est pas grave. Elle joue pas bien, ouais. Mais voilà. Je crois que Valentin tout le monde n'est pas d'accord. Valentin va mitrailler ensuite cette série. Mais moi, ce qui m'a profondément gênée, c'est le fait que, par exemple, on nous la présente comme quelqu'un qui a des penchants sexuels assez originaux, de très voyeuristes et qui vont dans le sens de ce qu'elle veut faire. Sauf qu'ensuite, ça disparaît entièrement. Et puis surtout, je trouve que c'est vraiment, encore une fois, y aller à la truelle pour exprimer ton expression. Parce que... oui, elle aime être filmée, etc. Mais c'est même pas ça. En vérité, c'est même pas ça. Si on descend le truc, c'est qu'elle aime faire l'amour devant la télé. Et personnellement, je trouve que c'est la déviance la moins déviante qu'on peut filmer à la télé, en fait. Genre, je trouve ça... En fait, c'est le même genre qu'un vieux monsieur dans une sitcom des années 80 qui n'arrive plus à se concentrer sur sa femme et il faut que la télé soit allumée. Pour moi, c'est ce niveau de débilité dans... Oui, mais t'as un autre personnage qui a des déviances un peu plus bizarres. Ça, c'est un personnage... C'est le personnage que je trouve le plus intéressant. Attends, ok. Je pense que cette série, c'est très cool. Globalement, moi je trouve que Anaïd Rosam joue un personnage qui a été écrit par quelqu'un qui veut dire je produis la série, mais ne vous inquiétez pas, je ne me montre pas sous un beau jour. Sauf qu'in fine, le mauvais jour, c'est genre elle aime dominer au lit. Bon, d'accord. Je trouve que l'humour ajouté par Marina Rollman est plutôt cool, même s'il y a des moments où qui a participé au dialogue, même s'il y a des moments où on sent que ça a été écrit par quelqu'un qui écrit des sketchs plutôt. Et ça peut être un problème. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est le côté biopic, en fait. Où, par exemple, il y a un moment, ils disent, ils préparent leur... TF1 fait sa prochaine télé-réalité, c'est sur une île qui s'appelle Koh-Lanta. Et là, je suis un peu genre, stop, arrêtez de m'emmerder avec ces espèces de caméos de la vraie vie qui n'a aucun sens. Peut-être que j'exagère, ok, mais en fait... Il n'y a pas que ça, hein. Il y a Alizé, il y a Robbie Williams. C'est n'importe quoi. Effectivement, il faut dire que c'est une série qui nous replonge vraiment dans des années. Alors, selon autour de la table, il y en avait certains d'entre nous qui étaient à peine nés ou enfants. On était globalement très 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 jeune dans ces voilà. Mais moi ça me gêne ça pas, dépend en fait. qui ici. Moi j'étais née. Oui, Rita était à peine née. Voilà. Mais en fait moi je trouve que Alizé tout ça participe à ça. Enfin moi ça m'a complètement replongé dedans. En fait, ça marche par gimmick, c'est ça qui m'agace. C'est deux faces de la même pièce qui est soit ça t'a fait rentrer dans l'univers de la série et de l'époque, soit ça t'a très vite fait dire oui j'ai compris en quelle année on est. Surtout qu'en plus ils sont pas habillés correctement. Anaïd Rosam elle est habillée comme en 2024 dans cette série et ça m'a vraiment énervé. Je vais terminer sur un truc très rapide, c'est la morale, parce que c'est quand même le truc principal, c'est une série sur la morale. Qu'est-ce qui est éthique à la télévision, qu'est-ce qui est problématique, et en fait pour moi ça reste une série à la gloire d'Alexia Laroche-Joubert et c'est pas grave, il faut l'assumer, mais il faut arrêter de dire que on n'est pas d'accord, mais pour moi c'est une série où à la fin elle passe pour une fucking génie de la télé. Alors, avant que vous voulez répondre, parce que c'est une série à la gloire de Loana, enfin c'est réhabiliter Loana. Ah oui, ça c'est réussi, mais qui est joué par Marie Coulon. Valentin, toi, ce culte, ça t'a agacé ? Atterré, voilà, très bien. Terme. Mais vraiment, je pense que ça arrive rarement. On a un groupe, une discussion dans laquelle on échange parfois à l'avance de l'émission sur ce qu'on ressent. Et vraiment, mais moi, quand j'ai vu que vous étiez, pour une majorité, là c'est un peu moins clair maintenant que des avis un peu chagrins. Imen n'est pas là et elle a adoré. Et Romane, tu es là et tu as adoré aussi, mais viens parler avec nous, s'il te plaît. Donc, beaucoup de gens ont aimé. Et je pense que rarement je suis aussi tombé de ma chaise. C'est vraiment une espèce de truc de. Mais
fait, on n'a vraiment pas vu la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, après, il y a des choix. Félix a vu la même que toi. Il y a des trucs personnels parce qu'effectivement, l'angle de la série qui est choisi par rapport au Loft, qui effectivement, le Loft est un projet et un produit temporel parce qu'il rapporte toute une époque. Enfin, c'est presque un produit de son temps. C'est intellectuellement sur l'esthétique, sur ce qu'il faut montrer, sur ce qu'on peut pas montrer, c'est extraordinairement alléchant. Et tu le disais, effectivement, l'histoire est folle. En fait, tu aurais pu me la filmer n'importe comment, tu aurais pu m'en faire un podcast avec une seule voix sans montage, j'aurais trouvé ça incroyable. Parce que l'histoire du Loft, elle est incroyable. Donc c'est pas à mettre au crédit de la série. Je trouve qu'ils choisissent l'angle le moins intéressant, c'est-à-dire l'angle des coulisses. Ils m'emmènent jamais à l'intérieur, ils me posent jamais la question de savoir quel ressenti ont à l'extérieur, enfin le monde, ce que dit le monde par rapport au Loft. Je trouve qu'en tant qu'objet culturel, le Loft n'est jamais étudié dans cette série. On ne parle que des producteurs et ça m'agace, ça me fait chier en fait. Parce que je trouve que par ailleurs, il y a une volonté de faire une sorte de thriller avec de business, de vente, de rachat, de perte, de trucs. Une des références, c'est Social Network. On dit les auteurs. Oui, ça leur appartient, tant mieux. Mathieu Rumani et Nicolas Siomka. Non, mais je trouve que c'est n'importe quoi. Je trouve que c'est un ego trip gigantesque d'Alexia Laroche-Joubert qui compte quand même parmi les personnalités les plus antipathiques du PAF. C'est pas elle qui est à l'origine du projet, par contre. J'allais y revenir, ils l'ont approché pour des questions de droit, mais le projet n'est pas... Pas que. Ils l'ont approché. Elle a donné une interview dans le grand entretien de France Inter. Qu'est-ce qu'elle foutait là? Pourquoi elle fait le tour des plateaux pour vendre ce truc? J'en sais rien. Mais en tout cas, elle était invitée pendant 20 minutes pour parler de son rapport à la mort sur France Inter. Non, mais c'est extrêmement agaçant. Je suis désolé, mais pour dire le fond de ma pensée, je pensais pas dire ça dans l'autre podcast, mais le fond de ma pensée, c'est que ce produit, en fait, il fait bander une partie du PAF, une partie macroniste du PAF. C'est une série de merde qui fait parler, en fait, 3 personnes, en fait. Ça intéresse personne. Alors, parmi les personnes du PAF que ça a fait bander, je me tourne vers vous, Manon et Roman. Je précise juste un truc sur la question des droits, parce que l'ego trip, simplement de me donner des trucs, elle le dit elle-même, ils l'ont approché. Effectivement, c'est pas son projet, ils l'ont approché, et je la cite encore une fois sur France Inter. Elle dit que le personnage qu'ils avaient écrit de la représentant était trop lisse et donc elle a décidé de corser le personnage et donc du coup ils lui ont ajouté tout un tas de trucs dont j'imagine les scènes de cul en gros pour la rendre girl boss. Et je trouve que le produit est complètement paradoxal à la fin parce qu'effectivement en fait elle a rien de transgressif, au contraire elle est disruptive, elle est l'innovation, la provocation, la sexiness, ça n'a aucun sens. Un villain est toujours plus intéressant qu'un personnage lisse, donc c'est une manière d'effectivement rendre son personnage entre guillemets intéressant. Manon, Roman, vous, qu'est-ce qui vous a plu dans ce culte? Peut-être Roman qui n'a pas encore parlé. Ouais, j'aurais mieux fait d'aller me rasseoir en fait. Tu veux pas affronter Valentin? Non, clairement, mais en fait, c'est effectivement, je pense que moi, je me suis pas accrochée au personnage d'Anaïs Rosa, mais je pense que c'est pour ça que ça m'a moins gênée que toi aussi. C'est qu'en fait, je crois que je me fous un peu de son personnage et du coup, j'ai un peu fait abstraction. Je suis d'accord, elle est présente beaucoup, mais en fait, c'est beaucoup plus les dynamiques qui m'ont intéressée. Le côté, en fait, succession de la télé qui m'a beaucoup plu aussi, c'est-à-dire de filmer vraiment cette espèce de huis clos avec des tours qui vraiment paraissent hyper impressionnantes où t'as l'impression que c'est Washington. Enfin, un truc très business qui montre des dynamiques qui sont beaucoup plus profondes que ça. Et après, moi, je pense que ça m'aurait profondément ennuyé qu'on me montre l'intérieur de Love Story aussi parce qu'en fait, c'est déjà Love Story, c'est-à-dire de regarder le produit en lui-même. Ouais. Je pense que c'est déjà... La télé-réalité existe, elle est probablement disponible sur un coin d'internet. Il y a eu un point de questionnement un peu esthétique, ce dont le produit final est absolument dépourvu. Il n'y a pas de mise en scène dans cette série. Il n'y a aucune réflexion sûrement, sur ce qu'elle je suis d'accord, c'est vraiment pas une série de mise en scène. Moi, je suis d'accord avec, pour le coup, Félix là-dessus. En revanche, tu vois, j'aime beaucoup la façon dont ils vont, et d'ailleurs il y a un plan qui le montre vraiment concrètement, c'est d'ailleurs un peu lourd, mais qui veut quand même montrer pour moi le point de vue de la série et ce que raconte la promesse qui est faite par la série et qui pour moi est complètement réussie. C'est la façon dont ils vont tourner la caméra au bout d'un moment. C'est Anaïs Rosam qui se retrouve dans l'espèce de télé-réalité. C'est ça que raconte la série, c'est comment est-ce que la vie réelle c'est de la télé-réalité aussi et qu'on a un espèce de truc sociologique un tout petit peu plus, je suis d'accord, c'est pas très profond. C'est-à-dire que c'est l'ancêtre des réseaux sociaux, aujourd'hui on se met tous en scène, c'est un peu l'idée. C'est tellement bas de plafond que même moi je vais me cogner quand même. Oui, mais en même temps, le Loft, c'était bas de plafond, quoi. Donc, tu peux pas faire non plus un truc intellectualisé. En fait, moi, quand j'ai fait des études de médias... Ça pourrait être intelligent à défaut d'être intellectualisé. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intelligent. Mais moi aussi, moi je trouve... oui, mais voilà. En fait, moi, j'ai fait des études de médias et on a beaucoup étudié la télé-réalité, Love Story, machin et tout, d'un point de vue, du coup... objet culturel. Voilà. Et moi, du coup, ça, j'y ai vu un peu le pendant de mes études un peu cool, genre qui m'a vraiment distrait, en même temps que moi, je suis passée complètement à côté du Love, pourtant j'étais largement née. Mais voilà, moi, c'est pas... T'étais pas ado non plus. Hein. Loana et dans la piscine, c'est pas du tout un élément fondateur et un événement fondateur de mon adolescence. Mais du coup, voilà, moi j'ai à la fois appris beaucoup de choses sur le Love Story, sur l'arrivée de la télé-réalité en France. Et en fait, c'est
Enfin, quand ils mettent à la fin le nombre d'heures qui sont de télé-réalité qui passent à la télé chaque année. C'est affolant. C'est affolant. Et le Love Story, c'était à la base de tout ça. Donc, en fait, moi, je trouve qu'en soi, c'est intéressant de raconter ça. Et d'en raconter les coulisses, c'est aussi une façon peut-être de montrer que ces gens étaient rien, quoi. Ils étaient juste manipulés. Enfin, je sais même pas si c'est horrible ce que je vais dire. Oui, c'est ça, mais c'est qu'en fait, ils sont manipulés par des gens dans des tours. C'est ça, donc et qu'il y a un cynisme dingue. À montrer plus que les gens qui sont manipulés et qui ne pouvaient pas faire grand-chose, en fait. Et je trouve que la série le montre bien, ça. Moi je suis pas d'accord. Moi ce qui me gêne surtout c'est qu'encore une fois justement j'aurais aimé avoir une approche esthétique différente. C'est que là je trouve qu'en fait l'approche esthétique de la série, et bon évidemment c'est pas le loft, mais on est quand même dans ce genre de truc assez sensationnaliste et du coup je trouve ça dommage. J'aurais préféré plus de cynisme et justement du coup salir les personnages. Le personnage d'Anaïd Rosam n'évolue pas au cours de la série, donc je suis d'accord que c'est pas une série à la gloire d'eux, mais c'est juste que au début elle est un peu sharky, à la fin elle est un peu sharky. Moi j'aurais bien aimé qu'on montre. Mais justement moi je trouve que le fait qu'elle soit en mode genre en fait j'ai réussi un truc trop bien et qu'on voit qu'en fait ça détruit des vies, qu'en fait ça. Tu le vois pas ça? Non, mais si jamais que ça détruit des vies. Loana, on le voit. Alors Loana, la vie détruite de Loana, c'est après la vie détruite. Et ceci dit, Loana, à la fin de la série, on nous montre plutôt quasiment à la fin de la série qu'elle va reprendre une revanche sur son destin, ce qui est assez mensonger. Le personnage de Samy. Et voilà. Et on va parler de ce personnage-là qui, je trouve, c'est Karim, ouais. Karim, oui. Qui est... Bravo le racisme ordinaire. Non mais l'acteur s'appelle Samy. C'est toi qui es raciste du coup. Donc ce personnage qui pour moi est vraiment le point noir de la série, parce que c'est un personnage qui n'est que pure théorie à la base, qui est là pour t'expliquer que le milieu de la télé c'est toxique parce que ça te pousse à prendre de la drogue, et à la fin parce que on a créé quelque chose qui rend les gens obsessifs. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens ce personnage. Je suis pas d'accord avec toi parce que pour moi il y a une scène clé au début de la série qui te montre qu'il est déjà un petit peu obsessif. Et qu'en fait ça n'a fait que renforcer cette pulsion morbide de voyeurisme en fait. Bien sûr, mais ce personnage qui du coup n'existe pas dans la réalité, qui est un des seuls personnages avec qui est un casteur au départ, voilà, qui est une pure fabrication. Je veux dire, moi je sens les scénaristes derrière qui sont là que pour, enfin, il est vraiment là juste pour illustrer que le milieu de la télé est toxique et que justement Love Story ça pousse à un caractère un peu obsessionnel. Mais j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant si ce personnage-là du coup était pas du tout complètement en dehors en fait de l'univers de la prod. Là, je trouve que vraiment son développement me paraît hyper artificiel. Je n'y crois pas un seul instant. Tout ce qui se passe à la fin, moi vraiment, pour moi, c'est on jump the shark à fond et je trouve que c'est un personnage qui résume les intentions de la série, mais que c'est pas incarné, que c'est pas là et que c'est pas du tout la série qu'on me vend. C'est trop théorique. Mais Romain n'est pas d'accord. Mais pour moi, pas du tout, parce qu'au contraire, il y a tellement de développement sur ce personnage qui a été fait derrière, notamment, pour moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment une obsession qui vient d'une reconnaissance. C'est clairement, c'est les projections qu'il a, puisque lui aussi a eu un père qui le battait ou je ne sais quoi, et qui font un espèce de concours avec Loana, qui n'a presque rien à voir avec la télé-réalité en soi, puisque, en fait, il a une obsession de base sur cette nana quand il la rencontre dans la vraie vie. Et qu'après, effectivement, peut-être que c'est accentué, mais pour moi, c'est un truc c'est du sous-texte. Il devient fou en regardant le Love. Oui, mais ça, et en le faisant et en le créant, parce qu'il y a un côté aussi d'avoir du il dort pas, il travaille trop. Pour moi, c'est un carnet quand même. Non, parce que lui, il a du pouvoir aussi sur elle, et d'une certaine manière, il se dit qu'il va la sauver. Il y a aussi ça. Et moi, je trouve que ça met aussi en parallèle. Il est très bête. Enfin, je suis désolé, mais c'est quand même très bête de dire le milieu de la télé, il est toxique, il y a du voyeurisme. Enfin, bon, merci, mais ça, je veux dire, non, mais Network, c'était il y a 50 ans. Enfin, réveillons-nous. Enfin, d'un moment, ça va. Et je pense qu'à un moment, il y a aussi un truc qu'il faut quand même remettre en contexte dans l'accueil qu'il y a autour de cette série, qui est quand même très particulier. Encore une fois, si la série était si transgressive que ça, elle n'aurait pas cet accueil-là. Il y a une espèce de grande célébration. Moi, je sais pas de quoi tu parles sur la transgression. Moi, je trouve pas la série transgressive. Je pense qu'elle ne se prétend jamais transgressive. Vous dites que la série, en fait, elle présente le milieu de la télé comme étant toxique, comme si elle était en train de dénoncer la main qui la nourrit. En fait, non, factuellement, c'est un produit de télévision qui parle du produit de la télévision en disant à quel point il a été disruptif. Et je pense que c'est ça le terme, cette espèce d'engeance dégueulasse. En fait, de dire, on va récupérer la transgression pour en faire un geste courageux. En fait, non, ça reste dégueulasse et ça l'était à l'époque et ça le reste aujourd'hui. Et la série n'a aucun recul critique là-dessus, jamais. Enfin, ou en tout cas de manière tellement souterraine, parce que peut-être qu'ils ont eu l'intention de le faire. Et je suis d'accord avec toi, le dernier plan, il tend à penser que bah oui, on filme des poules dans une cage. On a compris qu'il y avait quand même peut-être une idée de métaphore. Bon, peut-être qu'ils avaient l'intention d'une subtilité qu'on soulignera, n'est-ce pas ? Peut-être qu'ils avaient l'intention de le faire. En tout cas, la série à 98%, elle ne raconte pas ça. Donc peut-être que c'est Amazon, peut-être que j'en sais rien, peut-être que c'est Alexia Laroche-Joubert, j'en sais rien. Mais en tout cas, la série à la fin, elle est suffisamment transgressive pour être acceptable. Et je la trouve pour ça extrêmement cynique et un peu dégueulasse. Mais moi, j'ai l'impression que l'ambition, c'est de faire une sorte de 10% de la télé, en fait. Et bien justement, sur cette question de 10%, c'est ce que j'ai eu au début. Le moment où ils font les castings, on a un vrai côté backstage. Et moi, j'ai bien aimé ce moment-là parce que trop intéressant. Parce que c'est comment est-ce qu'on crée une équipe de casting. Ça, je trouve ça super. Par contre, après ça,
en fait, à la fin, qu'est-ce que tu penses qu'est le métier de producteur en fait quand tu regardes cette série, in fine, à part faire des dîners avec des mecs et prendre de la coke, honnêtement, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils c'est ça, non C'est notre quotidien à tous qui travaillons dans la coke, mais du coup dans la prod. Mais pour le coup, tu vois, quand l'émission est lancée, on comprend pas ce qu'ils font, on a l'impression qu'ils ne dorment pas et qu'ils regardent le live et qu'ils décident de faire des choses en fonction de ce qui se passe, mais on n'a pas le côté écriture, on n'a pas la résolution de cette question existentielle qui est est-ce que les comédies musicales, mais oh mon dieu, mais on peut aussi, est-ce que les réalités sont scriptées? Attendez, mais est-ce qu'on peut aussi partir du principe que à l'époque ils ne savaient pas ce qu'ils foutaient? Oui, mais on dirait pas à l'écran, on dirait que c'est une girl boss qui sait ce qu'elle va faire et qu'elle a tout calculé du début à la fin. Mais pas du tout, elle improvise tout le temps, elle prend toujours des décisions qui sont globalement les pires. Enfin, je vois pas du tout le côté girl boss, hein. Alors elle est assez impressionnante, mais Yuri, il manque juste une chanson de Britney derrière et c'est un clip, mais c'est une connasse son personnage. Mais les girl boss sont des connasses au grand cœur. Bah, elle a absolument pas de grand cœur, hein. Enfin, pardon, hein, mais son pote, elle le laisse crever. Mais c'est ça que je trouve dégueulasse, c'est que c'est une posture. La série est dans la posture par rapport à sa critique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fond. Bon, bah écoutez, je pensais pas que ce culte créerait la guerre autour de la table, mais tant mieux, peut-être qu'à défaut d'être vraiment disruptive, la série au moins crée un peu de débat. On va parler d'une autre série, une autre mini-série d'ailleurs française, c'est une amie dévouée qui cette fois-ci est réalisée par Juste Philippot et c'est sur HBO Max. Pardon, je suis à vous. Merci, inspecteur. Vous allez pouvoir me raconter? Le boulevard est fermé, je vais vous demander de faire demi-tour ou de prendre le métro. Ils ont tiré sur nous. Ils ont tiré dessus. Vincent, c'est Chris. Alors, autre événement bien plus grave que le Loft, il s'agit ici du 13 novembre 2015 et surtout c'est vraiment la meilleure transition ever et l'histoire de la mythologie. Tiens, en enfer pour ça, entre autres. C'est-à-dire que nous, on a des dossiers, c'est vraiment... Pardon. J'ai honte de ce qui vient de se passer, mais je voulais dire que c'était aussi une série qui adaptait un fait réel, un fait divers. Et en l'occurrence, c'est pas tant les attentats que l'histoire de la mythomane du Bataclan. La mythomane du Bataclan, c'est donc une femme qui s'est inventée auprès donc, d'une association d'ex-victimes, etc., qu'elle était une proche d'une victime, son meilleur ami qu'elle a inventé, qui est dans le coma suite aux attentats, et qui ensuite a escroqué de l'argent auprès de fonds de soutien aux victimes. Et donc cette série est une adaptation du livre Enquête de Alexandre Kaufman et c'est une série donc sur HBO. Laurent, la tête que tu fais, je sais déjà. Moi, je suis scandalisé. Honnêtement, Est-ce que tu es aussi atterré que Valentin? Non, c'est bon, parce que c'est une excellente semaine. En fait, honnêtement, je pense au moins autant, à mon avis. C'est-à-dire que c'est interdit de A à Z. Il y a que 2 épisodes qui sont sortis globalement et je trouve que la réalisation est catastrophique. Il y a des moments de gêne et de honte sur comment c'est fait qui me désespèrent. Je trouve que les personnages sont quand même vraiment ratés. Je comprends pas du tout ces histoires le personnage principal qui interprété est par Laure Calamy, qui fait toujours la même chose, mais à la rigueur, si t'aimes bien Laure Calamy, pourquoi pas? J'ai même pas envie de lui taper dessus. C'est juste que vraiment son personnage n'a aucun sens et qu'elle fait n'importe quoi. En fait, bon. L'histoire est vraiment intéressante. C'est-à-dire que cette dame qui va essayer de mentir pour se trouver une place dans cette parasiter un peu cette association de victimes de l'attentat, parce qu'elle est paumée, parce que ça lui permet de se sentir ça vient d'une exister, solitude etc. extrême, besoin d'attention. Et la tendance à la mythomanie, l'escroquerie, etc. Il y a vraiment un sujet hyper intéressant derrière. Honnêtement, je pense que rien de tout ça n'est traité. Rien de tout ça n'est traité parce que les personnages sont hyper caricaturaux complètement et pour les 3/4 sans intérêt. Et je pense qu'il y a un gros problème parce que en fait, on essaye de psychologiser à outrance ce personnage de mythomane plutôt que d'essayer de raconter le phénomène avec un prisme plus sociologique et parler plus des attentats et de ce qui s'est passé autour. C'est donc en fait clairement la marque du fait que
les auteurs qui sont très nombreux sur cette série. On se demande comment et pourquoi. Il y a Fanny Burdino, il y a Jean-Baptiste Delafont, il y a Samuel Doux et il y a donc Alexandre Kaufmann qui est le journaliste. Honnêtement, qu'est-ce qu'ils ont foutu? J'ai trouvé que c'était une expérience pénible. Mais en fait, passe beaucoup plus de temps chez le psy à essayer de s'intéresser à ce qui leur arrive à eux-mêmes plutôt que ce qui pourrait en fait avoir... les auteurs passent plus de temps chez le psy. Chez le psy qui a essayé de lire des choses intéressantes et à comprendre un peu ce qui leur arrive autour d'eux. C'est très dommage, très pénible et très triste pour le niveau de la production française, sachant qu'en plus, en réalité, Juste Philippot fait un travail extrêmement médiocre, c'est-à-dire que le niveau de fraude de ce type... Alors, Juste Philippot qu'on connaissait pour La Nuée et Acide, qui sont deux films de cinéma. On aurait pu aussi bien ne pas connaître, mais qui est vraiment, fait un travail, je trouve, minable dessus. En tout cas, il y a des moments de gêne en regardant le truc où j'ai trouvé ça ridicule. C'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire pour raconter un truc intéressant, quoi. C'est du coup interdit, illégal et choquant, alors que le sujet est hyper intéressant. Prendre le 13 novembre via comme ça des pas de côté un peu, c'est intéressant parce que le faire de manière très frontale, c'est assez difficile. Et là, je trouve qu'au contraire, il y a un choix. Mais en fait, bref, le projet sur le papier est bien. Le résultat, en tout cas sur les 2 premiers épisodes, est tellement catastrophique que j'ai même pas envie de développer pendant 3 heures. Romane, tu rejoins ce constat absolument alarmant sur Une amie dévouée? Et oui. Je ne vais pas mentir, moi, mais non, en fait, effectivement, c'est une série. Alors, à la base, moi, au début, j'ai regardé le premier épisode, je me suis juste dit, ça m'a vraiment dérangé. Et en fait, en regardant le deuxième, j'ai compris que c'était pas seulement cette histoire qui est dérangeante, hein, évidemment. Et donc, c'est pas une question que de narration, c'est une question effectivement de série qui, en fait, me dérange sur plein de points de vue. D'abord parce qu'elle est nulle, donc elle est dérangeante, mais effectivement parce que je pense elle prend un peu le mauvais angle d'une certaine manière. En fait, c'est ce que disait Laurent, c'est que c'est une série qui c'est une série de psychiatrie, de psychologie, ça appartiendrait en thérapie, ça pourrait être un épisode, puisqu'on s'intéresse qu'à la mythomanie de cette nana. S'il y avait des auteurs qui savaient écrire derrière, peut-être que ça aurait été un épisode en thérapie. Ouais. Mais en fait, c'est le problème de la série, c'est que la promesse du coup qui est faite par cette série, c'est de montrer jusqu'où elle va aller dans son mensonge, quand est-ce qu'elle va se faire un petit peu, quand est-ce qu'on va voir cette supercherie, etc. Jusqu'où ça va aller. Et en fait, va-t-elle se faire prendre? Exactement, mais en fait, ça ne raconte rien d'autre. Et malheureusement, c'est d'un ennui qui est profond, et surtout là où moi je trouve qu'il y a un truc un peu éthique qui du coup est dérangeant, c'est que ça aurait pu être le 13 novembre, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre en fait. C'est-à-dire que là, c'est du coup évidemment énorme et ça prend des proportions, mais ça aurait pu être un autre événement, peut-être un peu plus petit, peut-être même de l'ordre de la fiction. Ça aurait rien changé du tout puisqu'on s'intéresse que à la mythomanie. Donc moi, de prendre un espèce de prendre le 13 novembre de cet événement et comme tu dis, d'un truc qui est assez délicat quand même à traiter et de le faire un peu du coup, de le rendre prétexte à l'image, je trouve que c'est un petit peu dérangeant. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai été mal à l'aise vis-à-vis de la série. Je trouve que effectivement, alors qu'elle a mis, en fait, quand tu disais ça, Laurent, mais il y a que elle qui existe, et parce qu'on s'intéresse quand même à la décortiquer un petit peu, mais d'une manière qui est quand même pas très nuancée. On est vraiment dès la première scène, on comprend qu'elle ment, puisqu'encore une fois, ce qui est un énorme problème pour effectivement susciter de l'empathie chez le spectateur, de savoir dès le début que c'est la première scène, c'est elle qui essaye de, je sais plus si c'est un date ou quoi, mais en tout cas on voit qu'elle ment et que pour justement ne pas payer ses consommations, etc. Donc on a déjà compris qu'on avait affaire à une pathologie en fait, et c'est ça que traite la série, et mal en plus parce qu'encore une fois, je ne sais rien là-dessus. C'est-à-dire qu'on va juste voir quelqu'un qui ment. À la limite, j'ai une espèce de relation avec sa mère qui se tisse un tout petit peu, mais ça s'arrête là. Sa mère qui sait qu'elle ment, enfin qui le sait, qui voit. Il y a un truc aussi un peu genre crime qui est fait puisque genre on la voit tisser des espèces de fils sur ses murs. Enfin, ça devient une énorme caricature. Et elle a un tableau où elle fait les relations avec les différentes personnes qu'elle écoute. Exactement. Mais en fait, pareil, ça, moi, il y a un autre truc qui me dérange, c'est que du coup, je connaissais pas du coup cette espèce de faits réels, en fait, de faits divers avant de voir la série. Enfin, j'en ai entendu parler du coup un tout petit peu avant. Mais en fait, l'idée de prendre la mythomanie de cette femme et donc l'espèce de pathologie, même, quand bien même ça a fait énormément de dégâts autour d'elle, et d'en faire une série de divertissement ou que sais-je, pareil, ça me questionne en fait sur quel est l'intérêt de cette série à la fin, qui est un peu bizarre, qui encore une fois me dérange à plein de niveaux parce que je ne ressors rien d'autre que ça, de voir une meuf qui va mal et voilà, ça raconte rien de la société en fait, c'est ça le problème. J'allais dire moi, parce que moi je suis un tout petit peu moins dur que vous sur Juste Philippot, qui l'eût cru. Je trouve quand même que par rapport à quand même le gros des séries qu'on regarde, la DA est quand même
un tout petit peu plus bossé. Voilà, c'est pas Julie Lescaut. Mais maintenant, moi je te rejoins. Je pense que le vrai angle mort de la série, c'est qu'à partir du moment où on part du principe que ce personnage est complètement fou et que du coup on peut pas avoir de vraie empathie pour elle, et on peut pas vraiment. Moi, c'est même une série où je veux dire, moi sur le papier, j'ai envie de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de cette femme. Et en regardant la série, elle est tellement présentée comme folle alliée dès le départ que j'ai même pas la capacité de rentrer, de mettre dans ses chaussures et d'avancer avec elle et de comprendre progressivement comment ce mensonge la dépasse. Mais surtout, pour moi, le gros angle mort, c'est qu'effectivement, cette histoire, elle est intéressante parce que elle raconte quand même quelque chose d'une espèce de besoin de s'approprier les drames qui se passent autour de nous, d'une espèce de mise en scène de soi à travers les réseaux sociaux, etc. C'est quand même ça qu'elle raconte, ce que je trouve raconte le fait divers. Et ça, j'ai l'impression que c'est un angle mort total de la série. Non, parce qu'en fait, comme l'a dit Roman, globalement, ce que la série essaye de faire, c'est de montrer quelqu'un qui ment et qui est mis en danger à chaque fois par d'autres gens qui vont découvrir son mensonge. Qui d'ailleurs la suspecte de façon très random, on ne sait pas pourquoi. Tout ça est ultra artificiel, c'est-à-dire que tous les gens qu'elle croise sont extrêmement suspicieux de ce qu'elle raconte. Pourquoi ? On ne sait pas. C'est-à-dire que vraiment, tout est construit de manière artificielle pour qu'on crée du suspense autour du fait que cette femme va être découverte de ses mensonges, alors qu'en fait, aucun des personnages qui sont autour d'elle qui la soupçonnent n'ont de raison de la soupçonner véritablement. Il y a en fait, on sent qu'ils disent il faut qu'on crée des beats comme ça pour qu'il y ait des moments où on ait un peu de suspense. En fait, du coup, il y a rien qui fonctionne parce que je comprends pas pourquoi le personnage fait ça. Je comprends rien en fait à ce qui se passe parce que ça n'a aucun sens. Non, et d'ailleurs, il y a aucun personnage qui existe autour d'elle, c'est-à-dire les victimes quand même de l'attentat ou alors de près ou de loin, en tout cas les personnes de l'association. Je ne peux même pas te dire leur prénom. C'est-à-dire vraiment, il y a un truc quand même. Léon et Émilie. Voilà. Mais ce qui est tu as mieux suivi que moi, mais en tout cas, je trouve que peut-être que ça s'arrête là. C'est-à-dire que vraiment, il y a un truc où je ne sais rien d'eux. Ils sont clairement des personnages fonctions pour te faire comprendre qu'en fait, elle va se servir de ce personnage pour X ou Y raison. Ça ne me raconte rien du tout de ces personnages et ça raconte rien du tout de la société, comme tu disais, ou en tout cas des personnages qui sont environnants assez, alors qu'en plus il y a tellement de témoignages du coup de ce que j'ai compris de ces personnes-là plutôt que d'elles-mêmes. Donc le parti pris de la série, c'est évidemment de se mettre de son point de vue, mais il faut quand même intégrer les gens qui sont autour, sinon il se passe absolument rien. Et ce qui est incroyable, c'est qu'apparemment l'histoire est très librement inspirée, la série est très librement inspirée de l'histoire originale, du bouquin qui raconte ce fait divers. Alors que, honnêtement, il n'y a pas de quoi. C'est probablement bien pire que ce qui est arrivé en réalité. C'est-à-dire vraiment adapter de manière le plus loin possible d'un fait divers intéressant pour faire un truc nul, c'est quand même incroyable. Enfin, je veux dire, ils sont 4 dessus, quoi. Ouais. Moi, je comprends pas ce qui s'est passé. Et elle a levé, en fait, je crois, pas mal d'argent pour les associations. Cette Après, femme. Elle a été salariée aussi. Elle a été salariée, etc. Et ensuite, évidemment, elle s'est fait choper. Ça, à la limite, je peux sauver un truc de la série, enfin, en tout cas des 2 premiers épisodes, c'est cette espèce de contradiction entre faire le mal en disant le mensonge et le bien que ça fait autour. Je trouve que c'est un tout petit peu traité jusqu'ici. D'où le titre, Une amie dévouée. Oui, c'est-à-dire qu'on de voir cette espèce de contraste, de contradiction, de gros paradoxes quoi, entre vraiment elle ment et en même temps ça fait quand même du bien à la fois à elle-même pour sa solitude propre et à la fois aux autres. Ça c'est sur le papier. En vrai, on le voit pas. Pas trop parce que les personnages sont inexistants, mais il y a quand même 2-3 petits moments où tu comprends que les gens ont besoin d'elle et que c'est ça qui l'anime. Bon, et ça, voilà, je trouve que c'est quand même une thématique qui a été traitée au moins. Bon, on vous promet que si jamais on regarde la série jusqu'au bout et qu'en réalité ça n'arrivera pas, on n'est pas d'accord avec ce qu'on vous a dit, on reviendra dessus, mais je pense que globalement on a tranché la question sur cet ami dévoué qu'on ne vous recommande donc pas. C'est maintenant l'heure des recos de la perche. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy ? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Alors les recos de la perche, c'est les films et séries dont on vous fait des petites critiques en vrac et rapides. Romane, tu es la première à nous faire une petite recommandation cette semaine. Oui, je suis ravie de vous proposer une sorte de séance de rattrapage, j'ai envie de dire, parce que je vais vous proposer plutôt de regarder la saison 1 en anticipant l'arrivée de la saison 2 d'une série qui s'appelle Bad Sisters, qui va arriver du coup la saison 2 le 13 novembre sur Apple TV. Globalement, c'est l'histoire de 5 sœurs, dont une qui est un peu sous l'emprise de son mari complètement toxique, pervers, narcissique, et qui, entre autres, pourrit la vie de ses autres sœurs, et donc, mais de manière assez concrète et assez avancée. Et donc, ces 4 autres sœurs, dans le dos de celle qui est manipulée, vont tenter de l'assassiner, globalement. Et en fait, du coup, la saison 1, c'est les tentatives de meurtre de ces sœurs contre ce mec. C'est une série qui est hilarante, qui est irlandaise et qui traite évidemment avec humour noir des thématiques qui sont beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes. Et c'est ça qui est le génie anglo-saxon et irlandais, du coup, de
de cette série. C'est aussi une série qui va être structurée à la fois avec de la comédie et en même temps une enquête, puisqu'on suit ça. Il y a une structure qui est très maligne pour vraiment rentrer dans l'histoire et qui va poser une question très forte et évidemment très provocante de manière complètement volontaire, qui est de savoir est-ce que pour réussir à en fait se débarrasser du patriarcat, il ne faut pas l'assassiner. Donc c'est évidemment avec humour que ça raconte ça. Et en même temps, tu as vraiment une tonalité que moi je trouve absolument brillante, qui est propre à cette espèce d'humour noir où tu vas être dans un truc très profond et très dramatique dans le fond, et en même temps regarder ça avec plutôt de la légèreté. Et voilà, et donc j'ai hâte de voir la saison 2 de Bad Sisters. C'est écrit notamment par Sharon Organ, qui est celle qui a fait Catastrophie notamment, qui est aussi actrice, qui joue Shona dans This Way Up. Si vous n'avez pas vu This Way Up, deuxième reco, rien à voir, mais qui est absolument géniale à la fois en tant que comédienne et en tant que scénariste. Tu sens qu'elle sait aussi ce qu'elle fait. Et donc disponible sur Apple TV. Manon, toi aussi, tu as une petite reco de la perche? Oui, moi c'est un truc pas du tout récent, c'est un documentaire qui date de 2017, qui était présenté à Sundance, et je l'ai découvert sur une plateforme qui est assez cool, qui s'appelle Cinewatch. En gros, tu payes 1 € par mois et tu as un documentaire par mois. Et le documentaire que moi j'ai découvert hier, genre complètement par hasard, ça s'appelle Dina. Et ça suit un couple de personnes, d'adultes atteints d'autisme, et c'est vraiment leur relation amoureuse, et ils vont se marier, donc on suit les préparations du mariage, et en fait elle a beaucoup plus d'expérience que lui parce qu'elle a déjà été mariée, donc elle a plus d'expérience amoureuse, elle a plus d'expérience sexuelle aussi, elle est beaucoup plus intéressée par ça que lui, et c'est vraiment, voilà, ils captent leur discussion, et c'est hyper drôle, c'est hyper beau, c'est hyper touchant, et puis je trouve que ça traite d'un vrai sujet quand même important, parce qu'on parlait de Laure Calamy tout à l'heure, elle sera prochainement dans un film qui s'appelle Mon Inséparable, qui traite un peu de ce sujet de la parentalité ou la sexualité chez des adultes porteurs d'un handicap, et je trouve que ce documentaire le fait vraiment avec beaucoup d'humour, de douceur, de sensibilité. J'ai adoré. Dina sur Cinewatch. Yuri, toi tu veux nous recommander un concept album, on peut appeler ça comme ça? C'est une double reco en fait, puisque je vais sûr. vous recommander déjà d'aller sur Paramount, donc c'est disponible sur le site de Paramount, le film The Warriors de Walter Hill, Les Guerriers de la Nuit en français, qui est un pur film. Voilà, c'est un film sur des guerres de gangs dans un New York semi-fantasmé, mais en tout cas avec des gangs qui se réunissent pour s'unir, mais leur leader charismatique se fait assassiner. Les Warriors sont accusés à tort et doivent rentrer depuis le Bronx jusqu'à Coney Island. Voilà, c'est poursuivi par tous les autres gangs qui veulent leur péter la gueule, et donc c'est un peu un film d'action, un film noir. C'est excellent, ça dure 1h25, c'est trop bien. Et la séquence d'ouverture est un chef-d'œuvre à elle toute seule. Et donc, Lin-Manuel Miranda, le créateur de Hamilton, en a fait un concept album où il raconte globalement la même histoire, mais en chanson, avec du rap, du métal, une chanson boys band des années 90, enfin bref. Un peu de K-pop. Et un peu de K-pop. C'est hyper rigolo, c'est hyper fun, ça rappelle le film et en même temps, ça investit des zones que le film ne traite pas forcément. Ça l'actualise aussi, ça en fait un objet qui est tout aussi pop, tout aussi fun que son original, et je vous conseille vraiment de vous faire un double programme. Voilà. Et ben voilà, le versant masculin et le versant féminin de The Warriors qu'on vous recommande. Merci pour ces recos, et c'est pour terminer cette émission l'heure de la carte blanche. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Et cette semaine, la carte blanche, c'est toi, Félix, et tu nous parles d'analogue horror ou d'horreur analogique, ai-je appris en français. C'est ça, exactement. Sortez vos plus belles photos pixelisées en basse résolution, parce qu'aujourd'hui, on plonge dans un genre horrifique né dans les années 2010 à travers divers médias numériques sur Internet, l'analogue horror donc. Alors c'est compliqué de dater la première apparition de l'analogue horror. Je pense que ça a dû commencer sur des blogs avec des creepypastas qui sont des histoires d'horreur partagées par des internautes sur le web. La plus connue, Slenderman, dont vous avez probablement déjà entendu parler, qui est vraiment un mythe sur Internet. Et qui est devenu un film. Ne le regardez pas. A inspiré une web-série qui est assez fondatrice pour l'analogue horror, qui s'appelle Marble Hornet. Ça, je vous conseille de le regarder. Alors, il y a beaucoup de web-séries qui ont popé un peu au même moment, donc je vais pas toutes les citer, surtout qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi des jeux vidéo dans l'analogue horror, notamment la série des Five Nights at Freddy's, ou encore des créations communautaires comme les Liminal Space, qui sont des images virales que les utilisateurs s'envoient, représentant des lieux de transition, donc des cages d'escalier, des couloirs d'hôtel, des aires de jeu, qui sont troublants parce que dépourvus de personnes, c'est vide. Et du coup, l'esthétique transmet une ambiance d'étrangeté, de surréalisme,
de nostalgie ou de tristesse, suscitant simultanément le confort et le malaise. Alors l'exemple le plus connu, vous en avez déjà entendu parler peut-être, c'est les backrooms, parce que c'est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est des photos d'endroits de semi-réalité, et ça a été adapté en web-série par un certain Kane Person, qui est devenu viral sur Internet, parce que plein de plusieurs millions de vues, et ça nous plonge dans les dédales labyrinthiques d'un open space désert, dans lequel des adolescents tombent après avoir glitché de la réalité. Et ce qui est fou, c'est qu'à peine 16 ans, Kane Person s'est proposé un deal avec A24 pour adapter son backroom en long métrage. Tellement la série a cartonné, c'est vous dire le petit génie de la 3D quand même que c'est. Alors c'est très bien, je vous parle de plein de trucs, mais pourquoi c'est de l'analogue horror ? Parce que ça semble quand même très hétérogène. Et bah c'est l'esthétique particulière de toutes ces créations justement qui les lie. C'est une esthétique qui imite les médias analogiques, d'où du coup effectivement l'analogue horror, l'horreur analogique. Donc c'est les VHS, les caméras DV, les super bits, la pixelisation d'une webcam, la surexposition d'une photo ou le crépitement d'un vinyle. Bref, le but c'est de pousser toutes les imperfections du support, que le spectateur puisse sentir la matière sur laquelle et enregistrer du coup le contenu pour la tordre et faire peur. Et d'ailleurs, dans cette logique, le spectateur est toujours au centre de l'œuvre. Il n'y a pas vraiment de personnage à suivre. Vous êtes le personnage principal. Vous endurez ce cauchemar, ce malaise. C'est vraiment une pure expérience sensitive. Alors quand je dis ça, on pense tout de suite à un genre cinématographique qui a explosé dans les années 2000. Donc 10 ans avant l'apparition du coup de l'analogue horror, c'est le found footage, avec évidemment Blair Witch en 99. Qui a vraiment posé les jalons en fait de l'esthétique de l'analogue horror. On peut aussi citer Ring, ou Ringu dans sa version originale, sorti en 98, donc un an avant, réalisé par Hideo Nakata. Alors c'est pas un found footage, mais il est question d'une cassette, VHS maudite, dont vous avez peut-être vu les images et qui sont complètement l'analogue horror s'apparente complètement à ça. Et moi de mon côté, j'ai aussi envie de vous parler du travail de David Lynch, Twin Peaks, Eraserhead évidemment, ou même son plus récent Inland Empire, que je trouve assez précurseur dans sa volonté de torsion du réel, d'utiliser la vulgarité des déformations et des limitations du numérique pour effrayer. Bref, vous l'aurez compris, l'analogue horror s'est beaucoup inspiré du cinéma, et ce qui est intéressant et pourquoi je veux vous en parler aujourd'hui, c'est que le cinéma maintenant commence à s'inspirer de l'analogue horror. Alors outre du coup le backroom de Kane Person qui devrait arriver dans pas trop longtemps, on a eu un film cette année qui s'appelle ISO de TV Glow de Jane Schonbrun, qui sort complètement des tréfonds de l'analogue horror avec son vieux TV show dégénéré et sa scène finale qui fait directement écho à un liminal space. En 2020, on a eu aussi un film de David Prior qui s'appelle The Empty Man, alors qui est sorti un peu inaperçu, je vous le conseille, et pareil, qui est vraiment terrifiant. Qui est terrifiant et qui est tiré complètement de l'analogue horror avec ses images sectaires assez poisseuses. Et surtout, le film, je pense, qui représente le mieux ce que peut être l'analogue horror au cinéma, c'est Skinamarink, sorti en 2022, réalisé par Kyle Edward Ball, qui est vraiment un pur cauchemar horrifique dans un liminal space. C'est une expérience de cinéma très radicale, mais qui brille, je trouve, par son caractère assez unique, avec des moments de sidération esthétique et horrifique assez dingues, en tout cas pour ma part. Et surtout, c'est un film qui possède une texture assez extraordinaire, et c'est pour ça que je vous le conseille, même si c'est un film qui est très exigeant. Et justement, je parlais plutôt de faire ressentir la matière. En fait, le but, c'est surtout que le spectateur puisse ressentir la détérioration justement de celle-ci. Et c'est ça qui intéresse justement les créateurs de l'analogue horror, c'est la perte d'information induite par la détérioration de la matière. Alors je m'explique, comme on est sur un support analogique, la détérioration de la matière, ça induit du coup une perte d'information, parce que si on gratte une pellicule ou une bande VHS, de fait on va altérer l'image, et alors que si tu grattes une clé USB, clairement il va rien se passer. Et du coup les créateurs viennent jouer. Si tu casses la clé USB, tu peux casser la clé USB, mais tu ne vas pas altérer l'image puisqu'elle est numérique. Et du coup les créateurs viennent jouer avec le caractère éphémère justement du support et placent le matériau à l'épreuve du temps. Et il y a dans cette démarche, je trouve, un rapport à la nostalgie, à l'information perdue qui plane au-dessus de toutes les œuvres de l'analogue horror et qui les rendent assez touchantes, d'où d'ailleurs le sentiment de nostalgie ou de mélancolie que certains peuvent ressentir devant ces œuvres. Et en même temps, c'est évidemment assez effrayant et vertigineux parce que ça renvoie à l'oubli, à la solitude, à la fatalité de ne jamais retrouver cette information qui a disparu, et évidemment au temps qui passe. Et surtout, et je conclurai du coup là-dessus, je trouve ça très intéressant qu'aujourd'hui, en pleine ère de l'information, où l'information est continue, surabondante, et où l'on cherche l'image la plus détaillée possible, on est des cinéastes et des créateurs qui tirent de la perte d'information un motif horrifique et esthétique. Je trouve ça assez beau et paradoxalement assez moderne, et c'est pour ça que je voulais vous en parler en cette période d'Halloween dans La Perche et dans le cadre. Merci Félix pour cette carte blanche. C'est la fin de La Perche et dans le cadre. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous partager vos avis, vos coups de cœur, vos désaccords avec nous. On est évidemment disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur tous ces supports et réagir sur TikTok, Instagram, Twitter, partout. On vous écoute et on attend de vos nouvelles. À la semaine prochaine.